allons démarrer. Voilà. Deuxième tentative pour démarrer. Voilà, bien. Alors, parce que comme je l'ai dit, bon, nous avons deux publics, allez, on va baptiser d'experts, quitte à les insulter ou les vexer, et puis d'autres qui sont plus nouveaux, donc justement c'est un peu l'occasion d'échanger. Et après la présentation de ce matin, que pouvait être qualifié, à nouveau faire attention aux mots relativement abstraites, nous allons essayer d'être un peu dans le concret, pour ceux qui l'idée de la pratique philosophique est relativement nouvelle, et bon, donner quelques pistes sur ce que c'est, comment ça se fait, voilà, être dans le concret. Et je vais lancer un certain nombre d'idées, de comment on peut percevoir ça, et après, donc, on prend la question, puis ceux justement qui sont dans la pratique pourront donner un peu aussi leurs apports d'intuition, de ficelle, enfin voilà, un petit peu. Alors, j'ai essayé un peu, c'est de requalifier un peu comment peut se concevoir la philosophie, si elle n'est plus ce que pour beaucoup est votre expérience de la philosophie, c'est-à-dire bon, le schéma du cours de terminale, qui quand même reste principalement un cours d'histoire de la pensée, avec des grands auteurs, des grandes écoles, des concepts établis, voilà, et comment tout d'un coup on peut la repenser, non plus par une érudition, mais penser la philosophie à travers ce que nous nommons une pratique. Voilà. Alors, comme il y a un certain nombre de personnes ici qui sont dans l'enseignement, en particulier des enseignants du primaire, d'autres, mais vous verrez que ça rejoint d'autres considérations. Après, je vais essayer aussi d'aborder un petit peu, pour ceux qui s'intéressent avec la philosophie dans la cité, par la consultation philosophique ou café philo, vous allez voir que ça se recoupe. Mais bon, je vais prendre initialement l'angle de l'enseignement. Alors, comme ça, pour aller vite, comment tenter de positionner une pratique philosophique en tant qu'enseignement. Alors l'exemple, c'est à l'école primaire, où il n'y a d'ailleurs pas officiellement de philosophie au programme, mais il y a beaucoup d'intérêt, puisque bon, personnellement, je vais dans aujourd'hui bon nombre d'inspections, de circonscriptions, me demandent d'animer des conférences pédagogiques pour les enseignants du primaire. Bon, ça va se placer dans le cadre de ce qu'on appelle le débat réglé, c'est-à-dire qu'un enseignant doit mener une discussion, une demi-heure par semaine, en cycle 2 ou en cycle 3. Alors, l'angle que j'utilise en ce moment, qui me paraît un angle intéressant de réflexion, j'appelle ça un enseignement non dogmatique. Voilà, enseignement non dogmatique. Alors, bon, c'est une manière, comme d'autres, de le poser, on pourra le poser de différentes manières, mais alors pourquoi enseignement non dogmatique? Bien, en gros, comme ça, pour aller vite, la forme la plus traditionnelle, classique, établie de l'enseignement, reste quand même la transmission d'informations, de culture. Vous voyez, Paris est la capitale de la France, 2 plus 2 font 4, la Terre est ronde, voilà, ainsi de suite. Bon, chose tout à fait intéressante et qu'il faut connaître. Voilà. Maintenant, tout problème c'est qu'en effet, est-ce que l'enseignement se résume à, je dirais simplement, la transmission d'informations, la transmission d'une culture? Alors là-dessus, évidemment, je pourrais rentrer dans des débats qui sont très houleux aujourd'hui je dirais, allez, on pourrait l'appeler, entre les pédagolâtres d'un côté et les gardiens du temple de l'autre côté. Voilà, pour utiliser 2 mots caricaturaux, parce que pour les uns, les autres sont des adorateurs de la pédagogie, donc des pédagolâtres, et de l'autre côté, les gardiens du temple, ceux avant tout pour qui ils sont là comme les garants d'une tradition millénaire ou séculaire, voilà ce que vous voulez. Donc on va essayer alors, comment ça se passe concrètement? D'ailleurs, je vais prendre un exemple concret. L'idée de mener une discussion philosophique. Et là, je vais poser les 2 écueils pour justement, typiquement, le schéma de Charybdis Scylla qu'on retrouve chez Homère, comme manière, bon, toujours utile de se placer, puisque c'est une espèce d'effet de triangulation. Voilà. Alors, d'un côté, on aurait, quand je vois les discussions qui se font en classe, vous avez l'enseignant qui voit une discussion, en gros, c'est une sorte d'exercice oral pour voir ce que les enfants pensent, pour rectifier ce qu'ils pensent, et leur dire, voilà, ça ne va pas comme vous pensez, voilà ce qu'il faut penser, en gros, voilà, allez, la bonne pensée, voilà, en allant un peu vite. De l'autre côté, vous avez
Alors, pour qui ce qui compte, c'est, j'appelle les coubertinistes. L'important, c'est de participer, l'important, c'est de s'exprimer. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent. L'important, c'est que tout le monde parle, que tout le monde parle beaucoup, qu'il y ait plein d'idées, que ça ait bouillonné. Voilà. Bon, évidemment, caricatural, parce que bon, personne ne va se présenter comme ça. Mais en gros, c'est pour placer deux monstres. Et Caribes et Scylla sont deux monstres. Hein, et l'idée, c'est évidemment le problème pour Ulysse ou pour Homère, c'est que le passage entre les deux, bizarrement, est de l'épaisseur d'une lame de rasoir. Elle est extrêmement difficile, en plus qu'il vous décrit que les courants et les vents vous portent naturellement vers un côté, vers l'autre. Voilà. Mais bon, c'est un peu l'intérêt, donc, de tracer entre les deux excès. Alors, de là, on dit, si philosopher, si la pratique philosophique n'est pas ni la transmission d'une culture établie, ni non plus l'échange d'opinions et le brassage de subjectivité, alors qu'est-ce qu'elle peut être? Alors, de manière un petit peu rapide, j'utilise personnellement, je ne suis pas le seul, et ça recouvre ce que font d'autres personnes, deux angles pour définir une pratique philosophique, l'angle des compétences et l'angle des attitudes. Voilà. Ce qu'on pourrait appeler un savoir-faire, une compétence, et un savoir-être. Alors, et d'ailleurs c'est peut-être là justement qu'il y a déjà un enjeu important, parce qu'autant par exemple l'entraîneur de foot se préoccupe de comment sont ses joueurs, enfin ceux qu'il est en train d'entraîner, c'est-à-dire si quelqu'un vient un peu comme ça, raplapla, comme ça il arrive au match de foot, il dit attends, d'abord tu vas courir un petit peu, faire des pompes, n'importe quoi, pour raffermir les muscles, redresser la position, voilà, faire quelque chose sur comment tu es. Avant de jouer le match de foot, on va faire ça. En général, ce savoir-être, qui d'ailleurs dans l'UNESCO, parce que l'UNESCO a pris depuis quelques années position sur les pratiques pédagogiques, ils ont développé ils ont 4 volets à l'enseignement. C'est certes la transmission d'une culture, donc un savoir, mais c'est aussi un savoir-faire, bon, ce qui est moins original, mais reste quand même important. Mais surtout, c'est un savoir-être, donc au niveau de ce qu'est un sujet, de ce qu'est un individu, de ce qu'est un citoyen, et un savoir-vivre ensemble, qui là, pour des raisons, est aussi un petit peu dans l'air du temps, mais pour des raisons un peu négatives, c'est que parce qu'il y a de la violence, et parce qu'il y a des choses comme ça. Et en général, d'ailleurs, c'est dans les quartiers ou les lieux difficiles, d'ailleurs, qu'il y a ce souci, parce que dans j'appellerais les écoles, les bonnes écoles, les écoles, il n'y a pas de problème, c'est pas vraiment un souci, mis à part les règles de vie qui sont là-bas. Donc, l'idée de cette pratique, c'est à la fois un savoir-être, donc être, et puis des compétences. Et d'ailleurs, quand on parle de philosophie, de la pratique philosophique, on joue sur 3 registres. Le registre cognitif, de la pensée, un registre identitaire, qui es-tu? Est-ce que tu es simplement un réceptacle, ou est-ce que tu es, par exemple, est-ce que tu contribues, j'appelle l'enseignement mutuel, est-ce que tu contribues à la pensée du groupe? Et puis, donc, après, il y a le être ensemble. Donc, le être, l'identité singulière, et puis le rapport au groupe, identité collective. Là encore, sachant que, en ayant travaillé comme ça, j'ai travaillé dans une quarantaine de pays, et on s'aperçoit que selon les pays, les difficultés ne vont pas être les mêmes. Pour donner un exemple rapide, dans les pays... évidemment dans les pays latins en général, commencer par la France, on n'est pas tellement dans l'idée de ce que c'est qu'une pensée collective, que penser ensemble, ça n'a pas vraiment de sens. Surtout en France, on est au pays du je pense, donc je suis. En général, on pense singulièrement, on pense soit en ignorant les autres, soit on va contre les autres, parce qu'une identité, ça se fait parce que je pense différemment. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, l'élève parle au maître, parle au professeur, mais il n'y a pas l'idée de pensée collective. Si vous allez en Norvège, qui pour moi, je prends souvent l'exemple de la Norvège, parce que si quelqu'un veut un choc culturel, pour moi, dans la discussion, c'est pas en Afrique qu'il faut aller, c'est pas en français en tout cas, c'est pas en Chine, c'est vraiment la Norvège. Parce que la Norvège, à l'opposé, il y a 2 choses qui s'opposent beaucoup à la France. La première, c'est qu'il y a une idée de la pensée collective. En Norvège, on sait ce que c'est que de penser ensemble. C'est vraiment étonné, une première fois que j'y étais, j'ai été à une discussion avec des philosophes ou de philosophes, et alors,
personne s'est excité. Alors ça c'est très étonnant parce qu'on va naturellement, mais quelques philosophes ensemble, en gros au bout d'un quart d'heure, il y en a bien qui va dénoncer l'autre qu'en n'étant pas philosophe ou quelque chose, voilà. Mais en Norvège, ils sont vraiment, c'était très étrange, rien, vous voyez. Et puis alors pire encore, au bout, en gros, allez, d'un quart d'heure, on pouvait déjà prendre des décisions sur quoi faire, sur ce qu'il fallait faire. Alors ça, c'est aussi absolument étonnant, sans que personne ait à dire « Ouais, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. Hein ». C'est-à-dire que, bon, en gros, alors, à l'inverse, on peut dire bah, « C'est magnifique, c'est le pays de l'harmonie universelle et tout ». Alors, à l'inverse, il y a un autre problème, c'est que la pensée critique, c'est pas non plus leur tasse de thé. Bien entendu, ça va ensemble. Hein, on n'a rien sans rien. Donc, si on arrive à penser ensemble, à prendre des décisions communes. Je raconte souvent l'histoire d'une école où j'étais en Norvège, je visite la salle des profs, bon, voilà, c'est très joli, très beau, hein, c'est le pays des plus riches du monde, bon, hein, magnifique. Et puis d'un coup, on me montre une salle à côté, il y avait une dame qui était là. Alors je dis, moi, des questions, qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame, voilà. Il me dit, oh, elle, non, mais elle, on ne peut rien faire avec elle, elle veut toujours critiquer. Voilà. Je suis la française de service. Alors, ça pour vous dire qu'évidemment, quand on veut mener ce type de pratique, bon, il y a des enjeux culturels. D'ailleurs, les enseignants qui, d'ailleurs, parfois ont des élèves qui viennent d'ailleurs, ont pu s'apercevoir les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée, je dirais, quand on veut animer une discussion philosophique, ou un atelier de philosophie, donc on va travailler à la fois donc, sur le positionnement des personnes, leur attitude, comment ils sont, et en même temps sur les compétences. Alors, je vais brosser comme ça, après avoir donné cet exemple un peu culturel, quelques attitudes qui me semblent importantes. Alors là, au fur et à mesure, je vais dire quand même histoire de je vais brosser des petites choses. Alors ceux qui veulent en savoir plus, voilà, j'ai fait ce bouquin, là, la pratique de la philosophie à l'école primaire, où tout ça, je le développe un peu plus, hein, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, quelques attitudes fondamentales. Une première, alors ça on va commencer par des choses un peu scandaleuses, c'est l'ignorance. Il faut être ignorant. Parce que si on veut penser, alors ça rejoint un peu la discussion de ce matin, si on veut penser, il faut être ignorant. Alors, je reprends la discussion sur le 2 plus 2 égale 4, hein, du fameux Don Juan en disant que je sais que 2 plus 2 font 4. Bien, bizarrement, si on veut réfléchir à 2 plus 2, il ne faut pas savoir que ça fait 4. À partir du moment où je sais, je suis en pilotage automatique, je peux le faire en dormant, en faisant autre chose, en faisant de la géographie, je peux dire que 2 et 2 font 4. Hein, en faisant, je n'ai même pas besoin, j'ai absolument pas besoin de penser. Je sais. Donc le savoir va donc exclure la pensée. Bizarrement, alors non, là, l'enseignant est choqué parce que lui lutte contre l'ignorance. Hein, c'est même sa vocation. Il est payé pour ça. Il lutte contre l'ignorance. Et tout d'un coup, il dit bah non, il faut être ignorant. Voilà, si on n'est pas ignorant, il n'y a pas de pensée. Alors, on retrouve soit Socrate ou Nicolas de Cuse avec ce qu'il appelle la docte-ignorance. Alors, histoire de réconcilier avec l'ignorance, je dirais que c'est une ignorance acquise. Hein, il faut retrouver l'ignorance. C'est-à-dire, bizarrement, c'est oublier ou désapprendre. Voilà. Hein, c'est-à-dire c'est pas que c'est rien, mais c'est d'arriver justement à désapprendre. À savoir, donc une espèce de jeu dialectique entre savoir et ne pas savoir. Voilà. Donc, c'est l'idée, j'aime bien ce concept de docte ignorantia, de docte-ignorance, de Nicolas de Cuse. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Et je vais vous donner un exemple. Des exemples comme ça un peu fétiches. Celui-là m'avait beaucoup frappé. Dans une classe de CP, on faisait une discussion sur le beau. Voilà, l'enseignant s'intéresse au problème de l'art. Et donnait, comme ça, elle avait mis 2 tableaux, en demandant aux élèves de comparer ces deux tableaux. Et à chaque fois qu'un élève disait ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas, on trouvait un critère du beau, et on l'affiche, on le notait au tableau, voilà, avoir plusieurs. En gros, le travail, c'est de trouver des concepts, des critères du beau ou du laid, voilà. Et on demandait à mon enfant, et toi, alors, quel tu préfères? Il dit, moi, j'aime pas celui-là, parce que ça ne ressemble pas à un cheval. En gros, ça prétendait un peu ressembler à un cheval, mais étant assez abstrait, bon, c'était très vague. Il dit, ça ne ressemble pas. Et la maîtresse passe à notre élève, ignorant, bon, en gros, ce qu'il avait dit, il passe. Mais je dis, mais pourquoi vous ne notez pas? Il me dit, mais il n'a pas donné, en gros, il n'a pas donné de critères. Je dis, mais si, regardez ce qu'il vous dit. Il vous dit que ça ne ressemble pas à un cheval. Et elle fait, alors c'était drôle parce que là qu'on voit toute la sincérité de telles remarques, mais enfin, l'art, c'est plus que ça. Hein, l'art, c'est plus que ça. Je lui dis, ben, vous voyez,
en 2 minutes, vous avez écarté ce qui a été pendant des siècles le critère principal du beau. Que le beau, c'est ce qui ressemble au réel. Voilà. Vous avez balancé Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, pour lui, avant tout, peindre, voilà, c'est arrivé à peindre, c'est peindre le réel et faire que ça ressemble au réel. Bon, pas la déprimer, mais c'est la manière, si on regarde, voilà ce qu'on arrive à faire. Mais avec, pourtant, une personne qui aime l'art, et qui a peut-être une haute considération pour l'art, et voilà, mais avec la meilleure conscience du monde, on peut, en effet, interdire la pensée. Et ça, c'est ce côté... Alors, c'est pour ça que ça ne fait pas fureur, d'ailleurs, la philosophie. Ça fait des années que je mets des ateliers avec les enseignants, on parle du primaire, je travaille beaucoup de primaire, et très peu, c'est une très petite proportion, qui après se risque à ce genre d'exercice, parce que ce genre d'expérience effraie un peu. Et c'est là que, ce matin on parle de se réconcilier avec sa parole, on a 2 choix quand on dit des trucs terribles comme ça, de dire ouh là là, qu'est-ce que je peux dire des trucs terribles, c'est fascinant, comme un chef-d'œuvre de trucs terribles. Et on pourrait être content de dire, wow, c'est horrible, en même temps, wow, fascinant, parce que le gouffre, c'est fascinant. Ou alors dire, oulala, ça veut dire que je suis vraiment nul, ou je ne peux pas faire ça, voilà, et dire, bon, c'est pas pour moi. Moi, je préfère m'en tenir au livre, il y a page 2, page 3, page 4, il y a le programme, on va finir le programme, et puis si on est du fin à la fin de l'année, on verra. Voilà, on ne finit pas le programme, on le finit sur les chapeaux de roue. Donc, alors, l'ignorance fondamentale. Deuxième, alors, j'ai pris en deuxième, mais en fait, ce serait vraiment la première, c'est de se poser. Se poser. Suivant que pour mener une discussion philosophique, la première condition, c'est le silence. Alors je dis ça parce que souvent l'enseignant, ce qu'il veut, ou par débat, on veut que tout le monde parle. S'il y avait un silence qui durait plus que 3 secondes et demie, ce serait terriblement angoissant. Ça serait vraiment une anxiété terrible, ça sentirait la mort, enfin voilà, c'est horrible, voilà, le silence. Alors que l'idée justement, c'est de rétablir le silence, et pas qu'un silence extérieur, donc mesurable en décibels, j'appelle le silence intérieur. Faire taire. Faire taire, c'est arrêter le zapping. Zapping, je dirais, la télécommande qui n'est pas pour la télévision, mais pour tout. Courir après l'autobus, à l'école, finir le programme, être sûr qu'on regarde, on va pouvoir voir le programme favori à la télé, voilà, faire les courses, tout ça. Donc, une espèce de zapping, faire taire. Donc se poser, et dans certaines classes, ou dans certains groupes, c'est la chose principale, faire taire. Faire taire cette espèce de parole, tu vois, on travaille à Nanterre par exemple, je me rappelle, une classe difficile où la parole, une parole avait à peine le temps de surgir que vers là, tu vois, un côté émotionnel un peu agressif, que l'autre déjà réagissait, un autre, il n'y en a rien de temps, tu avais un feu de brousse, il ne fallait pas grand chose. L'idée c'est de faire taire, y compris dire, attends, tu l'as traité de con, il n'y a pas de problème, machin, voilà, machin est con. Bien, alors maintenant que tu as traité de con, on va travailler l'argumentation. Qu'est-ce qui t'autorise à dire qu'il est con? Bien, alors, premier argument, voilà. Alors, qui pense que, alors je demande à la classe, qui pense que oui, qui pense que non, qui pense un bon argument, qui a un argument au contraire, voilà, on n'a rien de temps. Vous leur dire non, c'est pas bien, ça aussi, c'est un peu troublant. On n'est pas d'en faire la morale, mais arriver à penser. Bon, et si on pense que l'autre est con, on peut très bien examiner l'hypothèse que machin est un con. Pourquoi pas? On peut penser le quotidien. Alors, se poser, attitude fondamentale, se poser. Une troisième, à l'inverse, ça va être d'être authentique. Parce que là, alors ça va être attendez, mais je suis pas sûr, mais vous me direz si j'ai raison, je crois que, il faut que je vous explique d'abord, enfin toutes ces choses-là, qui manifestent, si vous voulez, la crainte. La crainte de ce qu'on va penser, de que c'est faux, de ce qui est juste. Et alors ça, évidemment, on voit beaucoup chez les bons élèves. Parce que le bon élève, à quoi il est habitué, il est celui qui est un expert, il est un roué, il est capable de vous regarder en tant qu'enseignant, et au moins clignement sourcil, il sait s'il est sur la bonne voie ou pas. Alors il commence à parler, puis il regarde, mais il sait. Alors si vous jouez au poker, c'est-à-dire que vous ne voulez absolument pas montrer ce que vous avez dans les cartes, là il commence à paniquer. Il dit, oulala, je ne sais pas quel jeu il a celui-là, je ne sais pas ce qu'il veut, autrement dit, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Alors, face à ça, donc, faut apprendre l'authenticité. Dis ce que tu penses, dis ce que tu as à dire. Et souvent, justement, pour le bon élève, c'est terrible comme expérience.
c'est le vide. Et certains, moi je vois souvent, d'ailleurs, je dis toujours, il y a deux types d'élèves à qui pose problème l'exercice philosophique. D'une part, le bon élève, parce qu'il ne sait pas quelle est la bonne réponse, puisqu'il n'y en a pas. D'ailleurs, souvent, je dis, mais il écrit rien. J'ai écrit une réponse, il n'écrit pas. Je dis, pourquoi? Parce qu'il dit, je ne connais pas la bonne réponse. Je dis, écoute, moi, je ne t'ai pas demandé la bonne réponse. Je t'ai demandé une réponse. Elle me regarde bizarrement, elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, je t'ai demandé une réponse, je ne t'ai pas demandé la bonne réponse. Mais parfois, je dis même, vous allez donner 5 réponses. Alors là, ça t'explose. Comment ça, 5 réponses? Voilà. Ou bien pire encore, d'accord, qui pense que la Terre est ronde? Oui, elle va trouver une raison pourquoi non. Voilà. Donc, très troublant. Et puis les autres, c'est un peu l'inverse, c'est ceux qui manipulent beaucoup la parole. Je dirais les grandes gueules, ceux qui... Alors eux, ils ont l'habitude de lancer des trucs, alors ils savent très bien, alors à l'inverse, ils ont une autre type de rouerie, ils savent faire bisquer l'enseignant, ils savent les trucs à lui dire, l'enseignant ne peut faire que de choses, dire arrête, tais-toi, qui m'insupporte, voilà. Alors eux aussi, ils arrêtent parce que tout d'un coup, dès que tu as dit quelque chose, il faut argumenter, il faut problématiser, oulala, périlleux, parce que pour eux, la parole, là, c'est plus pour être bon élève, mais pour montrer que, pour rouler le mécanisme. Donc c'est d'ailleurs deux types d'élèves qui, bizarrement, dans ce genre d'exercice, et on en voit d'autres qui prennent la parole. Donc l'authenticité, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu as à dire, voilà. Une autre, c'est apprendre à se confronter. Là, il y a le côté art martial. Dans un art martial, on apprend à se confronter. Parce que, d'ailleurs, pour un professeur de judo ou de karaté, ce qu'il ne veut pas, c'est une sorte de ce qu'on appellerait une bataille de rue, pour aller vite. Il ne veut pas qu'on s'empoigne. Qu'est-ce qu'il veut? On rentre, on salue, on s'agenouille sur le bord du tatami, on salue l'adversaire, on le salue après. L'idée, c'est qu'il y a une confrontation qui se fonde sur un respect fondamental de l'autre, en sachant que l'autre, bizarrement, doit être un moyen de te confronter à toi-même, comme ça, pour aller vite. Donc, c'est apprendre à se confronter, ça s'apprend. Et ça s'apprend, une des manières principales pour moi par lesquelles ça s'apprend justement en se posant, tranquillement. C'est-à-dire en étant, justement, en contrôlant les paroles et en canalisant un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire voilà, en ralentissant un petit peu la procédure et en se décentrant un petit peu de soi-même. Donc, chose qu'il faut éviter, apprendre à se confronter. Et en même temps, autre attitude fondamentale, c'est qu'il y ait une confiance, voire une sympathie, mais un minimum de confiance en l'autre. Et là, il y a une chose drôle, c'est que souvent, parmi les petits rituels un peu théâtraux que je pratique dans un atelier, je dis à l'autre, un élève a une question, il dit « je ne sais pas ». Alors je dis « qui peut lui dire ?» Et un autre lui dit. Je dis « est-ce que il t'a donné une idée? Oui, ça te va? Non. » Je dis « mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu avais une idée tout à l'heure? Non. Bah lui, il t'a donné une idée, oui. Ça va son idée ou ça va pas? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Bah, attends, est-ce qu'il t'a donné une idée? Alors tu lui dis, merci pour ton idée. Dis-lui, alors ça brûle la bouche, absolument. Il a une idée. L'idée, c'est un cadeau. Après, on verra bien, après, si elle est bonne, pas bonne, au premier temps. Tu as dit que tu ne savais pas. Il a te donné une idée. Tu commences déjà par dire, voilà, après. Voilà. Donc, c'est un minimum, voilà, d'apprendre. Et là, encore à nouveau, ça veut dire que se décentrer. Pourquoi? Parce que ça demande de ne plus être auto-centré, mais d'accepter justement que l'autre devienne tout d'un coup le centre. D'ailleurs, quand quelqu'un parle, on dit, voilà, les autres, vous ne levez pas la main, vous attendez qu'il ait fini. Ça, c'est très coûteux. Parce qu'en général, l'élève, il apprend que l'enseignant aime avoir une forêt de bras levés. Voilà, il est content, parce que là, il participe. Voilà, quand quelqu'un parle, tout le monde baisse la main, on attend qu'il ait fini, et on va examiner. Donc voilà quelques attitudes, comme ça, qui sont fondamentales, qui paraissent importantes, après bon, on peut en avoir d'autres. Et maintenant, sur le plan des compétences, je travaille sur 3 compétences de base. Compétences de base, une s'appelle approfondir, ça suit un peu le schéma hegelien, approfondir, deuxième problématiser, troisième conceptualiser. Approfondir, ça veut dire que quand on a quelque chose, on ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas examiné, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je dis à quelqu'un, par exemple, ça te plaît cela, il me répond ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut examiner, ça veut dire. Peut-être ça ne veut rien dire, ça veut dire quelque chose. Nous avons examiné tout à l'heure que le je pense que, ce matin nous avons vu que le je pense que pouvait signifier beaucoup de choses. Vous pouvez dire je pense le contraire, vous pouvez signifier je sais, je crois, j'espère.
Mais ça, c'est pas donné dans les mots, il faut faire un travail. Alors approfondir, en gros, ça se fait par différents outils que vous connaissez sans doute, parce qu'ils sont assez classiques. Argumenter, pourquoi tu dis ça, en sachant pourquoi tu me dis que tu veux m'épouser, ça fera la différence. Est-ce que c'est parce que tes parents t'ont obligé? Est-ce que c'est parce que je suis riche? Est-ce que c'est parce que... voilà, pourquoi pourquoi l'argument? Analyser, c'est décomposer. Que contient cette phrase? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit adverbe qui vient de surgir. Qu'est-ce qu'il signifie? Donc décomposer. Une troisième, synthétiser. Si c'est un grand discours, allez, dit Platon, la substance du discours, c'est son unité. Et son unité va être souvent, qu'est-ce que tu veux montrer à travers ça? Quelle est ton intention? Quelle est l'unité? Qu'est-ce qui est la cohérence de ton discours? De manière, ça va te donner des exemples. Si le discours est abstrait, voilà, l'approfondir, c'est donner des exemples, lui donner corps à travers du concret. Et ça, c'est une idée de Kant, d'ailleurs, que jamais d'intuition sans concept, ni concept sans intuition. L'abstrait nécessite le concret et l'inverse. Sans quoi, c'est aveugle. Le concept sans exemple est aveugle. Voilà. Donc, exemplifier, c'est une quatrième manière. Une autre, c'est d'interpréter. Interpréter, comment donner sens à quelque chose, d'interpréter. Souvent, une parole nécessite justement de la naissance. Et alors là, d'ailleurs, il y a des choses assez drôles, parce que l'interprétation aujourd'hui a souvent une mauvaise connotation. On l'interdit à l'autre. C'est un tabou d'époque. On voit mieux les tabous d'autres époques, mais celle de la nôtre, par exemple, que quand quelqu'un vous parle, on ne devrait pas interpréter. Oh là, tu interprètes le vilain péché, alors qu'interpréter, c'est fondamental. La garantie d'une compréhension, c'est bien l'interprétation. Et puis une autre, qui me semble importante pour approfondir, c'est identifier les présupposés. Voilà, identifier les présupposés, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends quand j'entends une idée, je vois la partie émergente de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a dessous, voilà. Donc voilà en gros pour approfondir. Deuxième étape ou deuxième mode, peu importe, problématiser. Ça ne se passe pas toujours dans cet ordre-là, c'est le schéma hegelien, si vous verrez que souvent il peut traverser. Problématiser, qui se passe en gros par deux moyens, l'objection et la question. Voilà. Problématiser, ça veut dire que quelque chose, tout d'un coup, échappe à l'évidence. Voilà. Dans la tradition philosophique, très tôt, quelque chose est de l'ordre de, voilà, ça paraît, et tout d'un coup, c'est autre chose. On est dans une autre réalité, voire un autre domaine, voilà. Donc, problématiser, voilà, c'est trouver un sens alternatif ou une objection ou une contradiction. D'ailleurs, il y a deux types là-dessus de critiques, tels que par Hegel en parle, critique interne, critique externe. Critique interne, je vais de l'intérieur d'un énoncé, je vais voir ce qui ne colle pas, des points aveugles, des contradictions. Critique externe, je viens avec mes armes et bagages, je dis, voilà le concept que tu proposes, il ne convient pas, moi je vais te proposer celui-là à la place. Voilà. Donc ça, c'est la confrontation de perspectives, qui est aussi une manière de problématiser. Et puis de là, donc, troisième, je pense à cette idée de Deleuze que philosopher justement, c'est produire du concept, qu'on trouve aussi chez Hegel et d'autres. Alors du concept, le concept, c'est pas nécessairement fabriquer un néologisme, même si c'est peut-être plus impressionnant, mais c'est mobiliser ou identifier un mot qui va devenir un mot-clé. Voilà. Synonyme de concept sur un mot-clé, ça veut dire, voilà, soit en le convoquant, soit simplement en l'identifiant. En disant, voilà, là, il y a le concept. Donc conceptualiser, en gros, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est qu'il y a un problème, et tout d'un coup, on va faire surgir un mot qui va pouvoir, alors, pas nécessairement résoudre, ça peut résoudre un problème, si on a l'idée qu'un problème se résout, parce qu'on peut dire aussi qu'un problème ne fait que cacher, une solution ne fait que cacher un problème, ou simplement éclairer un problème, le traiter, voilà, traiter un problème. Je prends cet exemple que donne Hegel, dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, où il dit, voilà, un gland est un gland. Bon, voilà, un gland, une chaîne, un gland est un gland. Bien. Mais ensuite, un gland n'est pas un gland. Si vous le mettez dans la terre, on est 5 ans plus tard, il n'y a plus de gland. Donc un gland n'est pas un gland, parce que regardez, il n'y a pas de gland là. Donc quelque chose, c'est-à-dire que la sorte d'éternité du réel qu'on pourrait accorder à une entité, parce que quand on dit une chose est une chose, eh bien, il n'y a rien qui devrait s'arrêter, puisqu'elle est cette chose. Il n'y a pas de raison de penser une corruption. Mais il y a une corruption qui s'instaure, puisqu'il n'y a plus de gland, il y a un chêne. Alors, qu'est-ce que propose Hegel? Eh bien, il y a un concept qui va rendre compte
du fait qu'un gland n'est pas un gland, c'est le devenir. Voilà. À travers le devenir, le gland n'est pas un gland. Voilà. On va se montrer un petit peu. Donc l'idée, c'est que s'il y a problème, il faut produire du concept pour aborder le problème. Donc ça s'appelle problématiser. Donc voilà en gros l'idée de ça, hein, un peu les compétences et les... Voilà. Alors je vais essayer de donner quelques petits exemples un peu, ou des outils aussi que j'ai fabriqués. C'est faire un peu des touches concrètes. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire déjà sur les quelques idées qui ont été, voilà, que j'ai mises? Est-ce que déjà quelqu'un a une question? Voilà. Commentaire. Vas-y. Moi, je ne serais pas d'accord. Un peu fort. Oui, pardon. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi sur ta compréhension du mot conceptualisé. Il me semble que c'est un peu faible. Je te proposerai autre chose. Tu dis trouver un mot-clé. Conceptualiser, c'est trouver un mot-clé. Est-ce que ça t'irait, toi, de dire que conceptualiser, c'est construire, on pourrait dire, un mot? En fait, c'est expliciter la construction d'un mot, ou autrement dit, définir. Conceptualiser, c'est définir. C'est un mot qui a été construit, en fait, un concept. Construit par un processus de pensée, justement. Alors, ce qu'on va faire là, on va faire un petit travail, si tu veux bien regarder. Là, j'écoute Stéphane me parle. Bon, les mots qu'il a prononcés ne posent pas de problème, j'ai entendu aucun mot qui me posait problème. Je vois une sorte de panorama. Alors, si j'étais, entre guillemets, alors je vais appeler ce que fait normalement un conférencier, un professeur, il écoute ça, il dit « ouais, je vois ce que tu veux dire », il prend un truc, il en fait ce qu'il veut, et puis voilà. Hein. Mais le problème, c'est que sans assurer que Stéphane et Oscar, alors comme dit Socrate, ont eu un corps à corps. Moi, ce que je veux, c'est que même si il ne fait pas très chaud, il dit « enlève ta chemise, viens pour le corps à corps ». Je vais vous montrer une petite procédure comme ça rapide, avec Stéphane, je fais. Alors, il dit « Stéphane, il y a eu plusieurs phrases, on est d'accord? Il y a plusieurs phrases. » Tout à fait. Alors, je demande à Stéphane de dire, on voit le panorama général, de produire une phrase, voilà, qui va, je dirais, capturer, dirait Platon, la substance de son intervention. Alors déjà, j'aime bien cette idée des tamis de Socrate, c'est l'histoire des tamis, il faut passer la parole aux tamis. Alors, les tamis proposaient des petits schémas qui permettent de clarifier. Alors j'en ai un par exemple, que j'utilise beaucoup, même si je pense ça me paraît évident, là je vais le poser quand même, qui est de dire, est-ce que c'était une question qu'a Stéphane, ou est-ce que c'est un commentaire, une critique? Est-ce que c'est une question ou une critique? C'est à moi de répondre. Oui. Est-ce que c'est une question ou une critique? Là c'est terrible, il va falloir répondre. Est-ce que c'est une question ou une critique? Une critique. C'est une critique, voilà. Comme ça, j'ouvre mon oreille critique. Sinon, oreille question, c'est autre chose, vous voyez. Et c'est important parce qu'on n'est pas positionné de la même manière. Si on me dit, là, je comprends pas, explique-moi. Et si on me dit, là, j'ai une critique, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un positionnement à la fois pour, imaginez qu'on soit dans une sorte de combat, si on n'a pas fait, quand il a fait l'art martial, mais on va dire, on n'est pas au même endroit si l'autre, il essaie de voir où j'en suis, et si je sais où là, il va me lancer un coup, voilà. Hein, voilà. Donc c'est une critique. Alors maintenant, en une phrase, quelle est la critique stéphanienne à Oscar? C'est parti. En une phrase à critique. Oui. Conceptualiser, ce n'est pas trouver un mot-clé, c'est construire une définition. C'est construire une définition. Ça va? Ce n'est pas trouver un mot-clé, c'est construire une définition. Ça va? Bien. Alors, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre ces... Il y a deux gestes mentaux qui ont été posés. Ça va? Oui, non? Oui. Bien. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux gestes? Dans un cas, tu cherches un mot. Alors, premier cas, on cherche un mot. Ça va? On fait étape par étape, bien sûr. Première étape, on cherche un mot. Ça va? Tu peux écrire, Isabelle? Alors, tu mets un O pour Oscar. Chercher un mot. Tu mets O. C'est joli, t'as pas les petites fleurs. Allez. On ne rigole pas ici. Alors, Oscar, chercher un mot. D'accord? Alors, là, bon, j'assume, pas de problème. Et à la place de chercher un mot, que propose Stéphane? Construire. Alors, construire. Stéphane propose construire. Ça va? Construire. Par exemple, une maison. Conceptualiser serait par exemple construire une maison. Est-ce que conceptualiser serait construire par exemple une maison? Non. Non. Alors il y a un problème. Non, j'ai dit construire un mot. Ah, mais là, ça a été dit un mot?
Non, alors, construire un mot. Non, ça que j'ai pas été explicite. C'est pas grave, construire un mot. Chercher un mot, D'accord. construire un mot. Alors, tu veux construire un mot. C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais non, attends, toi, ta fonction ici, c'est quoi? Là, c'est lui qui assume. C'est lui qui dit ce que tu écris. Toi, uniquement, t'es le secrétaire attitré de Stéphane. Ça va? Alors, c'est bien construire un mot? Oui, ça va. D'accord. Hein? Alors, là, justement, c'est intéressant ma fonction. Là, nous, Stéphane, c'est à lui de dire, parce que là, il va devoir assumer, donc on ne peut pas lui dire à sa place. Construire un mot. Attention, alors, pour Oscar, conceptualiser, chercher un mot, et pour Stéphane, c'est construire un mot. Ça va? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, Stéphane, est-ce que la différence est claire entre chercher un mot, construire un mot, pour Stéphane? Cette différence est claire. Cette différence est claire? Oui, est-ce qu'elle est claire? Est-ce que, voilà, elle est explicite, ça va, tout va bien? Ou non? Oui. Oui. Alors maintenant, on va éviter à faire ce que Descartes propose. Descartes dit la chose suivante: la raison, hein, ou le sens commun, est la chose du monde, ou le bon sens, il dit tout le temps, et la chose du monde à mieux partager, sans faire revenir au débat que nous avons hier. Et donc, ça veut dire que puisque Stéphane paraît un être humain normalement constitué, il peut deviner ce que va penser, comme ça, le sens commun. Ça va? Il peut, ou non, il ne peut pas? Je sais pas. Ben, il ne sait pas. Voilà, on va demander à Stéphane. Stéphane, est-ce qu'un être humain normalement constitué pourrait, comme ça, alors pourrait, hein, c'est des conditionnels, c'est pas, deviner ce que pense le sens commun? Oui. Oui, ça va? Oui, ça va. Puis, on peut se tromper, mais ça va, c'est possible. Alors, ça tombe bien, parce que le sens commun, ici, il est incarné par un certain nombre de personnes qui sont dans la salle. Alors, regarde, on va demander à Stéphane. Stéphane, dans 30 secondes, nous allons demander au sens commun si cette distinction est claire. Ça va? Est-ce qu'ils vont dire que pour eux, c'est clair, ou plutôt que c'est pas clair? C'est terrible, hein? C'est là que dans les jeux de télé, on pourrait faire dong, dong, Je dirais, dong. c'est pas clair. C'est pas clair. Alors regarde ce qui est merveilleux. C'est là que Platon dirait: bravo Stéphane, tu commences à penser. Pourquoi? Parce que tu es entré en dialogue avec toi-même. Stéphane dit: ouais, c'est clair. Mais quand Stéphane tente d'incarner le sens commun, la raison humaine, dit: oulala, c'est pas clair. Donc Stéphane, il y a un débat interne, ça va? Tout à fait. Et ça, c'est ce point. Voilà, je donne un exemple, parce que c'est ça le travail. C'est pas tout de suite me précipiter et dire: Stéphane, je vais te répondre, je vais rebondir, je vais t'éclairer, mais dire à Stéphane: allons voir de plus près, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ce n'est pas clair. Ça va? Ça va? Tout à fait, oui. Bien. Alors, si ce n'est pas clair, on recommence. Quelle est la différence? Quelle est la critique de Stéphane à Oscar? Produisons quelque chose qui pourrait être clair pour le sens commun. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Oscar, Stéphane, ou la différence entre les deux? La différence entre les deux. Alors, comment peut-on faire pour assurer que la différence entre les deux soit claire? Produire peut-être un mot qui serait plus en contraste avec chercher. Plutôt que construire. Allons-y. Eh ben, mettons, est-ce qu'il existe ce mot? Oui. Et entre parenthèses, que doit faire Stéphane là tout de suite? Qu'est-ce qu'il doit faire là tout de suite? Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Suspense, on dit rien. Répète ce que tu as dit. Que doit faire Stéphane? Que doit-il faire? Il va chercher un mot. Ah, il est devenu Oscarien entre-temps. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ces petits renversements qui sont marrants. Mais regarde bien Stéphane. Le fait que tu doives chercher un mot qui convienne à la contrainte que tu as établie, est-ce que c'est un travail de conceptualisation ou non? Je dirais ça participe. Je demande, alors il est malin. Non, juste, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit là de conceptualisation ou non? C'est un autre type de travail. Je dirais chercher un mot participe à la Non, genre, conceptualisation. il participe, il est couvertiniste, t'as pas de problème. Non, l'idée du... Oui, mais j'ai pas écouté ta question. Ah, Je là, la là, tout de suite. faut avouer, comme dirait... Et c'est l'idée du questionnement. Alors ça, voilà, je fais une petite parenthèse, parce que là, le trouble stéphanien, un trouble tout à fait, je dirais, commun, hein, et là, moi je fais le malin parce que je pose des questions, mais quand on me fait le coup de me dire « Attends Oscar, tu dis A ou tu dis B », j'ai aussi envie de dire « Mais attends, moi je préfère C ». Mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là que c'est important de comprendre, hein, parce qu'on dit « Mais il y a une sorte d'abus de pouvoir ». Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est de répondre à l'étranger.
C'est-à-dire que dans l'idée, dans Platon, hein, au début c'est Socrate hein, qui questionne, puis dans les œuvres plus tardives, c'est même plus Socrate, c'est l'étranger. On va plus lui donner de nom, son essence c'est d'être l'étranger. D'ailleurs, Platon, c'était fidèle, sophiste, il dit l'étranger, c'est la forme que prennent les dieux comme ils viennent visiter les hommes. Voilà, hein, ils prennent toujours la forme de l'étranger. Alors pourquoi cette espèce de fascination pour l'étranger? Bizarrement, c'est grâce à l'étranger hein, que je vais arriver à penser. Pourquoi? Parce que l'étranger va m'obliger à sortir de moi-même. Et c'est là toute la fascination que baptisait Michel ce matin d'hystérique, hein, dans la conte de Socrate, qui absolument a besoin de l'autre, hein, pour justement. Alors bizarrement, c'est un besoin à deux sens. Hein, c'est un besoin à deux sens, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'autre pour savoir, pour penser, mais en même temps, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que l'autre nous garantit une aliénation à nous-mêmes, c'est de cet ailleurs où la pensée peut commencer. Donc, de là l'idée d'accepter la contrainte que pose l'autre. Maintenant, si l'autre, c'est pas une question, c'est autre chose. On peut dire, attends, tu ne me poses pas une question, là. Hein, j'ai pas une question, il faut qu'il y ait au moins deux réponses possibles. S'il n'y en a qu'une possible, voilà. Donc, l'autre qui propose une alternative, alors je donne l'exemple parce que on me dit, mais c'est invivable, je te fais raison que c'est invivable. Exemple, quelqu'un vient me dit, dis donc Oscar, qu'est-ce que tu préfères? Mourir pendu ou décapité? Ma réaction immédiate, tout à fait légitime, dire, écoute, tu vas te faire voir, mais je n'ai aucune envie de mourir, hein, je veux vivre, et tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il veut faire l'autre? Il ne me demande pas si je veux vivre ou mourir. Il me demande de vivre l'expérience de la mort en me disant, mais qu'est-ce qui serait plus terrible ou plus, voilà, hein, décapité ou pendu? Mais qui peut-être, alors maintenant qu'on n'ait pas envie de cette expérience, c'est un autre problème. Mais c'est ça la fonction de l'étranger. C'est de cogner à la porte en disant, hé, hey, t'as vu là-bas hein? Et après on peut choisir en voir ou pas voir. Donc, quand quelqu'un vient, et c'est ce que dans le sophisme, il fait tout le temps ça Socrate, ah, tu prends AB, tu prends AB, tu prends AB, espèce d'arborescence, c'est ça. Et évidemment, on se sent dépossédé hein, de ce qu'on voudrait dire. Mais c'est l'idée, c'est en effet de déposséder. Et là, je dis ça parce que concrètement, l'art du questionnement, c'est-à-dire l'art de la pratique philosophique, en classe ou autre, eh bien, ce n'est plus dire, allez, qu'est-ce que tu as envie de dire? Dire, voilà le problème, voilà la question, qui a répondu, comment il y a répondu, est-ce qu'il a répondu, est-ce qu'il n'a pas répondu, pourquoi il a répondu ça. Donc, c'est l'art du questionnement passe par la contrainte. Voilà, je veux dire, l'art du questionnement passe par la contrainte. Sans contrainte, hein, voilà, hier quelqu'un parlait de flux, hein, c'est pas voilà, hein, une contrainte. Voilà. Donc la contrainte que pour l'instant, pour le plaisir de l'exercice, je pose à Stéphane, c'est de dire bien, quand Stéphane doit chercher un mot pour résoudre son problème, est-il oui ou non en train de conceptualiser? Alors, Stéphane soit nous dit, il ne peut pas les trouver, ça c'est un apprentissage de la logique, il n'y a pas de, c'est le tiers exclu, pas d'intermédiaire, il n'y a pas, parce qu'il dit participer, c'est dire bah je le fais puis je le fais pas, hein, qu'en partie, il n'y a pas. On va faire l'exercice de logique. Peut-on dire que là on est dans la conceptualisation ou on n'y est pas, on est dans autre chose? Est-ce que je peux changer les termes du problème parce qu'il a merci Stéphane. Non. Qui a mal posé Oscar? Mais il n'y a pas de problème puisque pour l'instant, mais Stéphane n'existe plus. Sauf pour répondre à Oscar. C'est-à-dire il oublie ses désirs, ses envies, ses regrets, sa nostalgie, ses frustrations. Il oublie tout ça, il laisse de côté. Comme le cow-boy qui rentre dans le bar doit laisser ses pistolets à l'extérieur. Voilà, il trouve à la sortie. Et il doit simplement s'oublier. Il n'y a plus pour lui qu'un cadeau magnifique. La question d'Oscar qui lui demande, quand on est en train de chercher un mot, est-on dans un acte de conceptualisation ou dans autre chose? Un acte de conceptualisation. Bien, donc réconciliation, pour l'instant. Donc déjà, Stéphane accepte la thèse que chercher un mot, on est bien dans la conceptualisation. Je vais là, ça, d'accord? Oui. Bien. Donc, maintenant, deuxième étape. Alors, est-ce que Stéphane est complètement réconcilié ou non? Il y a toujours un petit côté chagrin encore dans sa position, quelque chose qui le titille toujours un petit peu. Il y a un côté chagrin. Alors allons-y. Quel est le chagrin stéphanien? Vas-y. Je reposerai le problème avec tes mots. Oscar n'a pas dit chercher un mot-clé, n'a pas dit chercher un mot, mais trouver un mot-clé. Conceptualiser, c'est trouver un mot-clé. Et je proposerai une autre alternative qui serait, qui pourrait être toujours construire un mot.
Alors, donc, il y a une différence entre chercher un mot et construire. Alors, mais il faudrait remplacer par trouver un mot. Voilà, trouver un mot. Bon, alors, je suis bien en avant. Alors, trouver un mot. Par rapport à Il n'y l'expression. a pas de problème. Alors, trouver un mot. Allons-y. Alors, Oscar dit trouver un mot. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la blague? J'ai pas entendu. Je suis prête à répondre. J'ai pas entendu. Alors, et Stéphane, alors, qu'est-ce qu'il va mettre à la place? À place de quoi? On laisse construire un mot ou pas? Ouais, on laisse construire. Ah, d'accord. On va Donc, voir. là, maintenant, on recommence. Est-ce que c'est clair la différence entre trouver un mot et construire un mot? Est-ce que c'est clair pour Stéphane? Oui. Est-ce que c'est clair pour le sens commun? Oui. Oui. Eh bien, vérification. Pour qui cette distinction est claire, levez la main. Et là, comptez les mains, Stéphane. Comptez les mains. Voilà. Quand même. Ah, c'est pas mal, hein? Aïe, ah, vous n'entendez pas tant. Pour qui ce n'est pas clair, levez la main. D'accord? Gardez la main levée. Alors, on va faire, tiens. Alors, puisqu'il y a Christophe, Christophe, on va redemander à ceux qui ont, puisque c'est la minorité en effet, donc c'était bien vu, hein, Stéphane, mais comme il y en a quelques-uns qui sont sur le côté, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Alors, Christophe, on va demander, relever la main, je vais voir ce qu'on va faire, relever la main ceux qui comprennent, qui voient la différence entre les deux, ceux qui voient, hein, ceux qui savent, et Stéphane, Christophe demande à quelqu'un, dis-moi la différence entre les deux. Dis-moi la différence entre les deux, s'il te plaît. Alors, de manière succincte, hein. Un néologisme est une construction de mots qui n'est pas trouvé un mot. Alors, on va essayer d'analyser ça. Néologisme, c'est lequel? C'est Oscar ou Stéphane? C'est Stéphane. C'est Stéphane. Alors, ça va? Donc, c'est trouver un néologisme, ça va? Oui. Néologisme. Alors, tu peux noter néologisme en dessous. Voilà. Et après, on va voir si Stéphane prend ou prend pas. Il serait un néologisme. Et trouver un mot, ça serait quoi? Regardez dans le dictionnaire. Enfin, D'accord, prendre donc des mots qui on va marquer existent. dictionnaire. Voilà, dictionnaire, ça va. Hein? Bon, dictionnaire, ça va? C'est clair comme ça? Ça va? Ouais, c'est- Bah, bien. Est-ce que tu comprends la distinction que lui fait? Entre ces deux mots? Oui. Voilà. Bon, moi, tu comprends. Alors maintenant que la réponse est faite, nous allons retourner pour voir s'il s'agit bien. Si on est bien, c'est Stéphane. Ou s'il pense que, prénom c'est Jean-Philippe. que Jean-Philippe a trahi. Hein. Alors, est-ce que c'est ça l'idée? Non. Non. Bah, déjà, on élimine un qui pensait comprendre, déjà qui ne le fait pas. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se risquer. Qui voit une autre différence, levez la main. Ah, on a perdu des clients entre-temps. Hein? La raison... Attention. Alors, regardez bien, on va voir si la raison commune. Qui comprend la distinction de Stéphane, levez la main. On va recompter. On va voir combien on est. Combien on a? 7. Qui ne la comprend pas, levez la main. Voilà. La raison commune a-t-elle abandonné Stéphane? 9. Oui. Oui. Oui, c'est juste encore. Non mais, tout à l'heure on s'est basé sur la majorité. Est-ce que pour l'instant la raison commune a abandonné? Voilà. Donc la raison commune visiblement donnait le crédit sur cette affaire-là, mais cette affaire-là disparaissant, puisque c'est pas ça, la raison commune dit oulala Stéphane, on n'est plus trop avec toi. Et puis voilà. Hein. Alors, indépendamment, moi, ce qui m'intéresse, je me dis toujours, ça ne prouve rien, ni que dans l'absolu, raison, pas raison, ni rien. Mais simplement, c'est créer une certaine situation où on voit sur quoi repose hein, la pensée. Voilà. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé là, bon, c'est assez simple comme procédure. C'est assurer que Stéphane clarifie, voir ce qui se passe. Mais malgré tout, quand même, on va voir, hein, dans l'élite qui reste, qui n'est pas la raison commune, cette élite qui comprend Stéphane, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait tenter de donner sens à l'idée, à la distinction de Stéphane? Quelqu'un veut le faire, il lève la main. Eh bien, Christophe, trouve quelqu'un d'autre, là, regarde tout autour, trouve quelqu'un d'autre, demande-lui, explique-moi la différence. Vas-y, Françoise. Dans trouver, je vois quelque chose qui existerait déjà. Alors, est-ce que c'est le principe du dictionnaire? C'est-à-dire que c'est dans le dictionnaire? Oui, Oui, donc jusque-là, c'est comme Jean-Philippe, ça va? oui. D'accord, donc, non, attends, pas trop vite. Moi, toujours, on est bien toujours, c'est Jean-Philippe, là. Ça va? Oui. Maintenant, est-ce que pour Stéphane, tu as autre chose que le néologisme à proposer? Ben, ça serait pas un néologisme, Ça serait dans quoi? le sens où ça serait pas inventer un nouveau mot, Ça serait quoi? mais prendre effectivement un mot dans le dictionnaire et lui donner une acception nouvelle, D'accord. différente. Bien, donc on va dire nouvelle acception. Oui. On marque comme ça. Alors tu marques construire un mot, tu barres néologisme, voilà, et tu mets nouvelle acception. C'est ça ton idée? Oui. Bien. Christophe, est-ce que tu comprends cette distinction-là? Oui. Oui. Est-ce que c'est ça? Ou c'est pas ça non plus?
Minimum, c'était imprévu pour Stéphane parce qu'il y a une hésitation. Je dirais non. Non. Donc, on a perdu encore un client. Hein? Donc, qui comprend, puisque c'est pas ça non plus, qui comprend la distinction stéphanienne? Levez la main. Il y en a combien, Stéphane, maintenant? Il en reste combien? Plus beaucoup, hein. Voilà. Hein? Alors, Je les élimine. non, on va arrêter là parce que bon, c'est pas, moi je voulais juste montrer, c'est un peu comment procéder. Voilà. Comment? Maintenant, bon, on pourrait continuer. Bon, peut-être qu'on aurait finalement trouvé quelque chose, il y a un coup de génie de quelqu'un et tout le monde dit waouh, Stéphane, je sais pas, mais peu importe. Ce qui importe, moi, c'est pas tellement, je dirais, où on arrive et c'est ça, mais surtout comment procéder pour assurer qu'il y ait de la pensée qui se fasse et pas juste du discours. Donc là, extrêmement de tendu. Voilà. Donc un petit travail sur la conceptualisation et en même temps la problématisation, dire donner d'interprétation et donner sens à ça. Voilà, un petit exemple. Alors je voudrais, parce que je vois que le temps avance, et je voulais vous montrer un petit truc parmi les petits outils que j'ai faits, qui justement travaillent, parce que qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que ce n'est pas une discussion habituelle. J'ai posé une certaine question spécifique, avec des contraintes spécifiques, de synthétiser, de problématiser, de produire des concepts. Et ça, j'ai fait cette collection d'ouvrages de la Noule français. Alors j'ai fait ça c'est pour ceux du primaire, mais même pour ceux qui ne travaillent pas à l'école primaire, les exercices sont, je les utilise aussi pour les adultes, ce sont les mêmes. Simplement, on va les traiter plus ou moins profondément. Mais j'ai fait CE1, CE2, CM1. Et en gros, l'idée c'est que ça prolonge, montrer que ça prolonge naturellement le cours de français. Pour chaque, c'est un livre de français, je dirais, habituel, faute de meilleurs mots. Et pour chaque texte, j'ai fait un petit atelier de philo avec des questions qui prolongent la compréhension du texte, mais surtout qui vont au-delà des enjeux philosophiques du texte, donc sur lesquels on peut répondre, voilà, vous poser des jugements et autres. Et ensuite, dans le bouquin donc, du maître, pour chaque texte, je montre qu'il y a des enjeux philosophiques. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'aller nécessairement dans Hegel et Kant pour trouver de la philosophie, mais en gros, dès qu'il y a un texte avec des idées qui racontent quelque chose, il y a des enjeux philosophiques. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé à travailler sur Cendrillon, le vilain petit canard, à montrer les enjeux philosophiques. Donc, les enjeux philosophiques du texte, des pistes de discussion, et puis alors des exercices, qui mettent en jeu justement les compétences philosophiques. Par exemple, celle-ci, c'est l'interprétation. Puisqu'il y avait des proverbes, donc, que signifient pour toi les phrases ci-dessous? Tu es mon petit cœur, les matins chantent en été, Paul se tient comme un piquet. Demandez-les d'interpréter, c'est-à-dire de donner sens à quelque chose qui n'est pas dit littéralement. Une autre va être l'évaluation d'arguments. Voilà, on donne 10 raisons pour lesquelles j'ai mangé, et tu dois dire si l'argument est valable ou non, s'il est pertinent ou non. J'ai mangé parce que mon copain avait du chocolat. J'ai mangé parce que la cloche a sonné. J'ai mangé parce qu'on me l'a dit. J'ai mangé parce que j'en avais envie. Voilà. Et alors, au début, on peut lui dire d'abord tu décides si l'argument est valable ou non. Si on veut venir un peu plus sophistiqué, on peut dire tu dois trouver une raison pour laquelle il est valable et une raison pour laquelle il ne l'est pas. Et là, c'est intéressant parce qu'on est chez Kant, c'est-à-dire trouver les conditions finalement, les conditions qui permettent la possibilité d'une affirmation. Voilà, c'est-à-dire que deux propositions vont ensemble. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai mangé parce que la cloche a sonné. Bien. Alors elle dit oui, la cloche sonne, c'est midi, je déjeune. Je dis mais attention, la cloche, elle peut sonner aussi à 10h du matin, et là il n'y a pas de repas qui est offert. Voilà. Problématisation là sur l'heure. Mais il va y avoir un autre type de problématisation sur la cloche. Oui, mais c'est peut-être la cloche de l'église qui a sonné, auquel cas ça ne fait pas spécialement manger. Voilà. Donc là c'est sur qu'est la cloche. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on apprend à donner, que c'est comment on donne du sens. Voilà. Une autre va être des dilemmes moraux. Le dilemme moral, c'est vraiment, voilà, il y a un homme, il n'a pas d'argent, il vole au supermarché pour donner à nourrir à ses enfants, donner à manger, il est mis en prison. Est-ce que c'est juste ou c'est injuste? Voilà. Ils doivent trancher, il va falloir voir qu'il y a une opposition entre la morale et puis, la loi. Voilà, Donc l'idée, c'est que tous ces exercices font travailler directement les compétences que la personne ne connaît pas spécialement, mais qu'il va mettre en œuvre naturellement. Ce qui fait qu'après, quand il anime une discussion, il aura le coup d'œil ou d'oreille
pour repérer quel type de questions poser. Est-ce qu'il s'agit de faire problématiser, de faire conceptualiser, voilà. Hein, parce qu'au début, c'est pas évident. Donc ça permet comme ça de faire des exercices de pratique philosophique. Voilà. Alors, ce que je vais faire, vous montrer quelques petits autres trucs. Là, j'avais fait ça, donc, cette collection L'apprenti philosophe, chez Nathan, où, avec Isabelle d'ailleurs, voilà, on a fait ça ensemble, où l'idée c'était de fabriquer des dialogues pour montrer les erreurs qu'on rencontre tout le temps hein, dans la pensée. On a trouvé après 18. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait? Par exemple, les glissements de sens. On commence à utiliser un mot dans un sens, puis sans s'en apercevoir, il devient autre chose. Hein. Par exemple, on parle de la raison, puis on parle d'avoir raison. Oups, ça a glissé. Hein. L'autre, c'est indétermination du relatif. Parce que là, je pense à cette idée de Platon que philosopher, c'est l'art de la question et de la réponse. Or, nous connaissons tous intuitivement des tas de manières de ne pas répondre. Quand on est petit, par exemple, on dit « Pourquoi tu as fait ça ?» On dit « Parce que. » Parce que. Alors, parce que quoi, on ne sait pas. Hein, mais c'est parce que. Voilà. Et bon, on a l'air de répondre, mais on ne répond pas. En grandissant, on devient plus sophistiqué. On dit plus parce que, on dit ça dépend. Voilà. Ça dépend de quoi? On n'en sait rien. Hein, ben, ça dépend. Voilà. Donc, de toute manière, tu veux épouser, ça dépend. Voilà. Hein, quoi, du compte en banque, je ne sais pas. Hein, donc, ça dépend. Voilà. Après, il y a les fausses évidences. On annonce quelque chose, voilà. Les gens sont méchants. Bien. D'accord, bah, d'où ça sort ça hein, voilà. C'est écrit dans le ciel, je ne sais pas d'où ça sort. Fausses évidences. Voilà. Hein. Donc c'est un peu repérer comme ça toutes les erreurs qu'on rencontre tout le temps et en montrant en même temps comment ces erreurs peuvent être résolues. Il y a aussi le côté positif avec les dialogues. Et puis c'est un élève qui questionnait, il s'appelle Victor, questionné par Héloïse. Et en même temps, quand il a une idée, on dit tiens, tu vois sur cette idée, citation de Kant, Kant est d'accord avec toi. Mais Nietzsche n'est pas d'accord avec toi, citation de Nietzsche. Donc c'est une sorte de dialogue en même temps entre les philosophes et bon, une pensée, voilà, je dirais ordinaire, faute de meilleurs mots. Voilà. Donc c'est un petit. Voilà. Sinon, tout récemment, vous avez remarqué, je travaille beaucoup sur les contraires. Et là, je viens de faire cet ouvrage donc sur les grands contraires de la philosophie, une douzaine. J'en avais fait plus, mais bon, les éditeurs en voulaient 12. Ça, la loi du marché, la loi du marché. Donc, un et multiple, fini et infini, être et apparence, liberté et nécessité, raison, passion, nature, culture, temps, éternité, moi et autrui, corps et esprit, actif et passif, objectif, subjectif, cause et effet. Alors, je vous montre un exemple hein, de ces antinomies. Voilà, tiens, vous pouvez. Je me suis dit, c'est fini et infini. Est-ce que l'univers est fini ou infini? C'est parce qu'il est joli. Un exemple moins esthétique, mais peut-être plus parlant. J'aime beaucoup. Celui-là. Voilà. Alors, vous voyez, ceci, ça n'a pas l'air de poisson, mais c'est du poisson. Ceci, ça a l'air d'un poisson, mais ce n'est pas du poisson. Hein, c'est du plastique. Il faudrait qu'il ne va pas, c'est un poisson en plastique. Voilà. Donc, être et apparence hein, ne vont pas toujours ensemble. Voilà. Et on passe à travers les 12 antinomies comme ça, en montrant voilà, ce qui peut se passer entre les deux. Voilà. Alors, pourquoi les antinomies? Bien, je pense à Héraclite, mais à d'autres. Héraclite vous disait que polémos, la guerre hein, des contraires, c'est ce qui structure. Et c'est vrai que c'est le cas dans l'espace, le haut et le bas, hein, le droit et la gauche, ainsi de suite. Mais sur le plan moral, hein, bien et mal, pour la vérité, vrai et faux. Mais en gros, c'est que ces types de contraires ou de contraintes hein, nous permettent de penser. Bien, parfois, ils ne nous rendent pas très heureux parce qu'on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ça, c'est l'apprentissage justement de cette pensée commune, de ce voilà, sens commun qui est la logique. Et puis alors, donc un truc que je vais vous montrer, c'est la collection, j'en ai d'autres, mais bon, bien, je vais vous montrer, c'est cette collection qui s'appelle Philos enfants. Hein. Et alors vous allez voir, pour moi c'est la structure qui compte, le more geometrico de Spinoza, le mode géométrique. Vous voyez, sur chaque thème, il y a 6 questions. Par exemple, là c'est la liberté. Alors question, 6 questions. À quoi peut te servir ta liberté? A-t-on tous le droit d'être libre? Un prisonnier peut-il être libre? As-tu besoin de grandir pour devenir libre? Les autres t'empêchent d'être libre? Peux-tu faire tout ce que tu veux? Voilà. Donc l'idée c'est de choisir 6 questions qui posent au mieux hein, les enjeux du concept de liberté. Après, donc, première chose, 6 questions. Ensuite, comment marche, voilà, quelle est l'arborescence, la structure suivante. Pour chaque question, il y a 5 ou 6 hypothèses. Je ne sais
parlais hier du fait que l'hypothèse, on n'est plus dans le savoir, mais dans l'hypothèse, hein, dans des choses qu'on produit, qu'on examine. Alors, je vais vous lire les 5-6 hypothèses. Peux-tu faire tout ce que tu veux? Non, je ne peux pas voler comme un oiseau. Il y a le concept de nécessité biologique. Hein, je ne suis pas un oiseau, donc je vais faire ce que je veux, comme le ferait un oiseau, pour lui voler. Deuxième, oui, si je sais ce que je veux et que je veux vraiment. C'est le fameux, vous savez, si tu veux, tu peux, voilà. Hein, donc, la liberté serait liée au vouloir. Tu veux, tu peux. Voilà. Troisième, non, je ne peux pas manger 1 kilo de bonbons sans tomber malade. Donc là, évidemment, tu peux faire ce que tu veux, mais ça a des conséquences. Donc, si tu acceptes, hein, c'est le principe de la conséquence. Donc, si tu ne veux pas de la conséquence, alors tu n'es pas libre. Tu peux manger 1 kilo de bonbons, mais il y a une nécessité qui s'ensuit. Quatrième hypothèse, oui, si je suis sage et raisonnable. Ça, c'est la liberté, hein, qui est conditionnée par être une bonne personne. Voilà, hein, si tu es bien, alors tu es bien. Cinquième, non, parce que j'ai envie de tout faire. Ça, c'est le côté où la liberté n'est pas illimitée. Hein, c'est tout le problème que être totalement libre, on dit, serait pouvoir tout faire. Mais je ne peux pas. Voilà. Et sixième, oui, si je suis assez fort et courageux. C'est-à-dire qu'il y aurait une capacité qui t'autoriserait, hein, la liberté. Donc ça, c'est les 6 hypothèses. Maintenant, chaque hypothèse, dernière étape, donc, est, elle, à son tour, problématisée. Par exemple, non, je ne peux pas voler comme un oiseau. Oui, mais n'es-tu pas libre de prendre l'avion? On dit, est-ce que voler ne prend pas un autre sens pour l'être humain? Ce n'est plus naturel, mais artificiel. Deuxième, un oiseau sait-il qu'il vole? C'est la fameuse histoire de Pascal. Hein, donc, la différence, hein, entre l'homme et l'univers, c'est que l'homme pense. Donc, la conscience, l'oiseau vole, mais peut-être lui, il ne sait pas qu'il vole. Hein, alors que toi, tu es conscient de voler. Un oiseau peut-il décider de ne pas voler? Autrement dit, l'oiseau n'est-il pas, lui, condamné à voler, comme il est de Sartre, hein, condamné à être un homme? Tout comme toi, tu penses que tu es condamné à ne pas le faire. Donc finalement, vous êtes à la même enseigne. Lui est condamné à voler, toi tu es condamné à ne pas voler. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Et quatrième, te sens-tu condamné à être un homme? Voilà, pour accentuer le côté sartrien, parce qu'en fait, condamné à être libre, c'est ça. Bon, je donne une deuxième, qui est, oui, si je sais ce que je veux, que je veux vraiment, oui, mais peux-tu te tromper en étant sûr de toi? Et ça, c'est important parce que souvent on voit, les enfants, mais aussi les adultes, qui associent savoir et certitude. Si tu n'es pas sûr, alors tu dis rien, tu ne sais pas. Quand ils disent je ne sais pas, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. Donc là, posez le problème. Et si tu es sûr de vouloir vraiment tuer quelqu'un, hein, donc est-ce que tu es libre de le faire parce que tu es sûr de vouloir le tuer? Troisième, est-ce une erreur de faire quelque chose lorsque l'on doute? Lorsqu'il y a le doute, hein, dans le cas de doute, tu t'abstenir. Hein. Et quatrième, peux-tu empêcher quelqu'un de mourir si tu le veux vraiment? On dit, est-ce que vouloir vraiment est une garantie de liberté? Voilà. Bon, je passe. Mais l'idée, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas chaque hypothèse ou chaque idée particulière, parce que parfois, il dit, ouais, mais dans votre bouquin, là, je suis pas d'accord. Bon, ah ouais, là, vous avez dit ça, là, je suis pas d'accord. C'est pas un débat télé, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas d'accord. C'est une des hypothèses qui permettrait que l'on rencontre. Et l'idée, ce n'est pas évidemment, il y en a qui vont à la fin chercher les milliards, mais carrément, j'exagère pas. J'étais à un salon du livre de Nîmes la semaine dernière. Votre livre, ça va pas. Oui, j'ai un enfant, moi, il est angoissé, mais vous ne donnez pas les réponses à la fin. Voilà. Donc l'idée, évidemment, c'est se réconcilier. Mais ça, je l'ai tout le temps. Et avec les enseignants, comment on utilise votre livre? Il y a des questions. Et l'idée, justement, c'est d'apprendre à l'enfant à examiner des hypothèses, parce qu'après, il peut continuer, il peut produire d'autres hypothèses, produire d'autres questions. Voilà. Donc voilà donc les petits outils que vous pouvez utiliser. Voilà, donc, et puis je dis comme ce manuel, là j'explique la démarche, j'en ai deux, la pratique de la philosophie à l'école primaire, et puis un autre qui s'appelle Enseigner par le débat, et c'est pareil, je travaille beaucoup comment structurer la discussion. Hein, la philosophie, pour moi ça a beaucoup à faire avec l'organisation de la pensée. Hein, c'est-à-dire que les opinions, c'est un peu les poils sous les sous-bras, on a plein, mais comment, voilà, hein, est-ce que c'est le moment justement de se raser, est-ce que c'est le moment de les tresser, voilà. J'arrête de filer la métaphore un peu. Est-ce qu'il y a questions, commentaires? Oui. Alors, oui, disons un quart d'heure, et puis voilà. Un quart d'heure, voilà, hein, bien. Alors, je vais demander d'ailleurs ceux qui ont des pratiques et des questions-réponses, n'hésitez pas, ceux qui veulent donner leur... oui, alors, question et commentaire. C'est une question. Une question, c'est parti. En fait, tout le travail que vous faites avec les enfants, apparemment,
j'ai pas l'impression que ce soit de la philosophie, c'est plus un travail de structuration de la pensée, ou de manière structurer un peu le raisonnement. Mais j'ai pas vraiment le sentiment que Vous avez pas quoi? Répétez le mot. Non, répétez le mot. Vous n'avez pas quoi? Sentiment. Sentimental, d'accord. Alors je vais vous dire, c'est ce qu'on va faire. On va l'appeler boule de gomme. Ça vous va? Nous faisons de la boule de gomme. Moi, vraiment, ça vous va? Oui. C'est principal. Est-ce que la boule de gomme vous convient? Non, mais enfin. Écoutez, je vais vous poser une question. Oui, Moi, j'ai répondu à la vôtre. Voilà. Est-ce que faire de la boule de gomme, ça vous va? Ou il y a quelque chose qui ne va pas dans la boule de gomme? Non, bien sûr. Non, comment bien? Regardez bien. Est-ce que tu m'aimes? Non, non, bien sûr. Demandez-moi si je veux vous épouser. Tiens, allez-y. Demandez-moi. C'est Oscar, moi. Hein. Demandez-moi. Est-ce que vous voulez m'épouser? Allez-y. Oscar, voulez-vous m'épouser? Non, non, bien sûr. Hein? Alors, regardez bien. Ça vous va? Voilà. Ça s'appelle faire de la boule de gomme. Est-ce que ça vous va faire de la boule de gomme? Vous êtes enseignant? Oui. Est-ce que ça vous va faire de la boule de gomme avec vos élèves? Ça vous paraît quelque chose d'utile? Non. Bah, c'est tout ça, bien sûr. Là, oui, ça s'appelle boule de gomme. On l'a baptisé boule de gomme. C'est utile, bien sûr. Voilà. Est-ce que maintenant vous voulez débattre si ça doit s'appeler boule de gomme ou Scooby-Doo, ou on s'en fiche? Non, c'était pas vraiment le fond de ma pensée en fait. C'est-à-dire que à partir de quel âge. Alors, c'est ce qu'on va faire. Regardez bien. Si c'est pas le fond de votre pensée, on va faire comme tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est que vous avez une question ou est-ce que c'est que vous avez quelque chose qui vous pose problème? Bah, ça me pose problème. Bien. Alors, quel est votre problème? Bah, à partir de quel âge un enfant peut entrer réfléchir sur sa manière de penser ou... D'accord. Alors, regardez bien. Êtes-vous dans le même sujet que tout à l'heure ou avez-vous changé le sujet? Vous me dites, oui, c'est la même chose que tout à l'heure, ou non, je suis parti ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai l'impression d'être dans le même... La même chose. Et alors, je vais faire comme avec Stéphane. On va demander à la raison commune s'ils pensent que vous êtes au même endroit, vous avez changé le sujet. Ils vont dire quoi? Bah, voyons. Non, comment voyons? Attendez, c'est pas drôle si on le fait comme ça. Mais c'est-à-dire que je vous demande à vous si vous pouvez imaginer la raison commune. Là, qu'est-ce que je vous demande? Votre prénom, quand c'est Jean-Philippe. Je demande à Jean-Philippe de se déjean-philippiser et de devenir une espèce d'oreille comme ça qui se balade, qui a écouté Jean-Philippe. Et cette oreille va dire, Jean-Philippe, toujours au même endroit. Jean-Philippe, tu n'es plus au même endroit. Que va dire l'oreille qui se balade? Donc, je suis au même endroit. Elle va dire, elle on va vérifier. Qui pense que Jean-Philippe est toujours au même endroit? Levez la main. Comptez les mains levées. 4. Qui pense qu'il a changé d'endroit? Levez la main. Ouais, même pas impressionnant. Impressionnant. Voilà. Alors imaginez ces pauvres enfants quand vous leur dites mais on parle toujours de la même chose, qu'est-ce qui se passe? C'est facile ça. C'est facile. Hein? Et c'est là que je perds les amis parmi les enseignants. Mais c'est humain. Hein? Pourquoi? Je veux dire, comme ça, explication rapide. Parce que dans le sentiment jean-philippien, tout ça est lié. Mais pour les oreilles qui écoutent, il y a un changement. Puisque d'abord, il parlait en gros du fait que ça lui posait problème, ça s'appelait ou non philosophie, et ensuite, il a commencé à parler de l'âge. Voilà. Donc les oreilles qui disent, bah attends, on a l'impression que c'est pas qu'il n'y a pas de lien. Mais Jean-Philippe, il voyait un lien serré, l'autre du temps, s'il y a un lien, il est quand même relativement distendu. Enfin bon, on va quand même prendre la question. Question, allez-y. Question, bah... C'est toujours à quel âge ou vous voulez encore aller ailleurs? Alors allez-y, reposez-la, à quel âge? À quel âge peut-on conceptualiser et avoir vraiment l'impression de conceptualiser quoi. Avoir comment? Répétez Avoir l'adverbe. voilà, Non, répétez l'adverbe. Non, l'adverbe à utiliser. Vous l'avez entendu? Vous l'avez pas entendu? Non, avez-vous entendu l'adverbe que vous avez utilisé? Ou non? Non. Non, vous voyez, vous n'êtes toujours pas l'oreille qui se balade dans le ciel. Et c'est ça le travail. Le travail dit, Jean-Philippe, tout ce que vous faites, écoutez-le. Et ça, c'est ce dédoublement, pour moi, est consubstantiel à la philosophie, c'est la conscience, devenir conscient, vous voyez. Et là, vous avez utilisé un adverbe, mais qui est énorme, c'est un cataclysme, et vous ne l'avez pas entendu. Alors, on va voir si quelqu'un a entendu. Qui a entendu son adverbe? Levez la main. Vous voyez, c'est bien, vous avez des oreilles. Alors, allez voir quelqu'un, dites-lui, quel est l'adverbe que j'ai utilisé? Quelqu'un de loin, parce que je n'ai pas entendu. Quel adverbe j'ai utilisé? Avoir l'impression de... Attendez, regarde bien. Bougez pas. Avoir l'impression. Non, avoir l'impression, pour vous, c'est un adverbe. Non, c'est pas un adverbe. Alors, Pardon. les oreilles, parfois, c'est distrait. Qui a entendu l'adverbe? Levez la main. Quel adverbe j'ai utilisé? Vraiment.
Vraiment. Avez-vous utilisé le verbe vraiment? Si vous le dites. Non, vous pensez que c'est le cas. Ah, comme ça, en retournant, pensez-vous l'avoir utilisé ou non? Non, moi je m'en suis pas rendu compte. Donc, ça vous surprend, vous l'avez utilisé? Ou non? Non, ça ne vous semble pas surprenant, d'accord? Hein? Qui a entendu qu'il a dit vraiment lever la main? D'accord. Qui n'a pas entendu lever la main? Voilà. Vous leur faites confiance ou non? Oui, oui, oui. Oui. Maintenant, regardez bien. Quand vous dites à quelqu'un, regardez, tu vas répondre. Tu vas répondre vraiment. Quel effet ça peut faire à un enfant de rajouter vraiment dans la phrase? Ça lui facilite le travail ou ça lui rend plus difficile? Non, non, ça lui met plus de pression. Donc vous voulez mettre de la pression. Hein? Voilà. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, regardez bien. De découvrir, mais juste ferme Isabelle parce que ça c'est... Alors, regardez, maintenant l'idée de prendre conscience des mots que l'on utilise, hein, l'idée de prendre conscience des mots qu'on utilise, à votre avis, à quel âge on peut commencer à prendre conscience des mots qu'on utilise? C'était ça votre question. À quel âge? Vous me dites, vous enseignez au primaire, à quel âge on peut commencer à prendre conscience des mots qu'on utilise? Pas 3 ans, 15 ans, 40 ans, quel âge? Ou vous n'en savez absolument rien? Moi, je pense que c'est assez fluctuant, quoi. Je vous demande à quel âge... Alors, attendez. Moi, vous demandez de répondre à une question, pour vous, c'est fluctuant. Est-ce que vous avez une idée? Prenez un risque. À quel âge on peut commencer à prendre conscience des mots qu'on utilise? À 6 ans, alors. À 6 ans. Donc, vous, avant 6 ans, on ne peut pas. Ça va? Ça? Parce qu'à 5 ans, on le peut. Vous savez pas. J'en sais rien. Non, c'est bien. Eh bien, est-ce que quelqu'un veut lui dire quelque chose là-dessus? Voilà, quelqu'un, regardez, plusieurs veulent le faire. Demandez à quelqu'un qui lève la main. Dites-moi à quel âge on peut. Dites-moi à quel âge on peut prendre conscience des mots qu'on utilise. Dès qu'on utilise le langage. Est-ce que vous acceptez cette hypothèse que dès qu'on utilise le langage, on peut devenir conscient des mots qu'on utilise ou non? Oui, non, mais je... Oui, non, attendez, regardez. On va éviter les oui, non. C'est simplement, elle vous propose une hypothèse. Vous l'acceptez ou vous la refusez? Je l'accepte. Bien. Et à quel âge on commence à utiliser le langage? En gros? Ouais, 3 ans. 3 ans. Vous êtes réconcilié avec 3 ans ou non? Oui. Êtes-vous enthousiaste ou pas vraiment? Demandez-moi si je vais vous épouser encore. Non, regardez, demandez-moi encore si je vais vous épouser. Bougez pas. Demandez-moi si je vais vous épouser. Demandez-moi. Est-ce que vous voulez m'épouser? 2 fois quand même. Je suis têtu, d'accord? Je finis toujours par dire oui. Je finis toujours par dire oui. D'ailleurs, je vais raconter une petite blague. Il y a une école où j'ai été, et puis d'un coup, et puis après, il y a eu des remous. Il y a une enseignante qui a été dire, qui se plaint quand même, il pose des questions drôlement personnelles, Oscar. Ah ouais, comme quoi? Ouais, il demande si on veut l'épouser. Alors, donc. Oscar, voulez-vous? Ouais. Ça va? C'est le même oui que j'ai fait. Hein? Voilà. Mais vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait là? Au-delà du contenu. Bon, ceci dit, personnellement, je suis d'accord. Je commence à travailler à 3 ans avec des enfants là-dessus. Mais là, c'est l'enseignement mutuel. Vous êtes dans le doute, l'incertitude. Bien, quelqu'un d'autre vous propose une idée. Et là, on vous demande, bah, ça va, vous la prenez pas. L'important, c'est que ce travail s'effectue, montrer que chacun ici peut participer au processus de réflexion. Et voilà. Ça vous parle comme processus? Oui, bien sûr. Mais vous pouvez le faire. Et je vais vous montrer un exemple à 3 ans, ce que vous pouvez faire. L'apprentissage de la logique à 3 ans. Petit exemple concret. Ben, c'est très simple. Vous amenez 2 peluches. Voilà. Et vous dites aux enfants, quelle peluche tu préfères? Alors, commence. Qui préfère la peluche? La première peluche. La plupart des mains se lèvent. Qui préfère la deuxième? Eh bien, les mêmes relèvent la main et les mêmes qui n'ont pas levé la main ne la lèvent pas. Bien. Maintenant, il s'agit d'apprendre la logique. Alors, je dis que c'est très simple. Vous avez le droit à une peluche et il faut choisir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre d'élèves et on va devoir tomber dessus. Alors, qui prend la première? Qui prend la deuxième? Voilà. Hein, et lui, c'est là. Alors, s'ils continuent à tous faire la même chose, on va dire attention, maintenant on va surveiller, on va apprendre à se décentrer. Vous allez surveiller, voir si vous trouvez un copain, il faut trouver un copain qui lève la main 2 fois. Alors, ce qui se passe, ce qui est drôle, c'est qu'en cherchant le copain qui lève la main 2 fois, et ben du coup, ils vont surveiller eux aussi comment il lève la main. Et pourquoi? Parce que je leur demandé, en se décentrant, ils vont commencer à sortir du... Et on va commencer, voilà, à penser bizarrement. Voilà. Donc la
un petit test. Une fois qu'on apprend et que ça commence à ressembler, puis à ceux qui dorment, alors maintenant on peut s'y voir, retrouver ceux qui dorment. Voilà. Demandez-lui pourquoi tu dors. Voilà. Et puis après, une fois qu'on commence à arriver à voter, que ça commence, cette fois ça peut prendre plusieurs séances, mais c'est pas grave, ils trouvent ça marrant. Et après on peut commencer maintenant. Pourquoi tu préfères celle-là? Alors, ouais, celle-là parce qu'elle a des oreilles. Ah bon? Est-ce que l'autre a des oreilles? Oui. Ah bah alors. Hein, voilà. Donc ça, hein. Ça vous parle ça ou non? Oui. Vous voulez le faire? Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire ou quelque chose? Ou ceux s'il y en a qui mènent ces pratiques-là, n'hésitez pas, vous avez une contribution là-dessus. Autre chose? Commentaire, question? Oui? Moi j'ai une question. On a brassé les attitudes fondamentales, on a vu des registres, des compétences, des positionnements, mais je ne vois pas comment s'organise le tout. Les attitudes fondamentales, quelle est leur relation avec les registres avec les compétences et les positionnements. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de questions? Non, mais là, du peu pour moi, est-ce que vous avez beaucoup de questions? Avez-vous plusieurs questions? Que c'en est qu'une. Mais... C'en est qu'une, bougez pas. On va demander au sens commun si vous avez une seule question ou plusieurs. Que va dire le sens commun? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Eh bien, regardez. Dans ce que vous avez dit, combien il y avait de points d'interrogation? Un seul ou plusieurs? Je pense qu'il n'y en avait qu'un final. Il y en avait, regardez bien. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y en a qu'un final, s'il y a un final, y a-t-il des antécédents? Oui, comme il peut y avoir des virgules qui se font. S'il y a un point d'interrogation final, peut-on logiquement présupposer qu'il y avait des points d'interrogation avant la finale? Non, par final, j'entendais qui qui ponctue la phrase. Regardez C'est bien. pas le dernier. Regardez bien. Êtes-vous en train de nous dire ce que vous avez voulu dire? J'entendais. Oui. Bien. Non, on ne va pas le savoir. On va déjà voir ce que vous avez dit. On verra après ce que vous voulez dire. Déjà ce que vous avez dit. Quelqu'un qui vous dit, c'est le point final. Peut-on estimer qu'il y avait d'autres points avant ou non? D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Donc quand vous avez dit c'est le point d'interrogation final, peut-on présupposer qu'il y en avait d'autres avant? Bien. Donc s'il y en avait d'autres avant, y en avait-il un ou plusieurs? On peut le présupposer, mais il peut ne pas y en avoir. Alors, dernier test. Si j'en ai qu'un, il est final. Alors, regardez. Et c'est là, si vous voulez, que pour penser, il faut arrêter de penser. Parce que ça, vous savez, créer le chaos, l'être humain est naturellement doué pour créer du chaos. Non mais naturellement, moi je me demande parfois, j'ai un enfant, je dis, tu l'as appris ça? On t'a appris ces trucs-là? Ou c'est dit tout seul? Hein? Ces trucs-là que vous faites là. Voilà, naturellement. Voilà. On reste la dernière fois. Pour l'oreille qui se balade dans l'espace, y avait-il plusieurs questions ou une seule? Vous n'en savez rien. Une, plusieurs ou j'en sais rien? J'en sais rien. D'accord. Enfin, je ne sais pas quelle va être la perception des autres. Mais attendez, les autres, c'est ça. Mais l'idée justement, c'est que la capacité d'accéder à la pensée commune s'appelle pouvoir penser. Sinon, Jean-Philippe est prisonnier de sa subjectivité. C'est ça l'idée du sens commun. Voltaire dit, ça vous protège de vous-même. Parce que Jean-Philippe, sinon, il est prisonnier de sa subjectivité, de ses convictions, de tout ça, et il ne peut pas penser. Il n'arrive pas à se dé-Jean-Philippiser comme condition de la pensée. Ça vous plaît, ça? J'ai réussi à rassurer. Voilà. Ça vous va? Donc maintenant, regardez bien. Alors, donc, vous l'essayez, prenez des risques. Le sens commun, il a entendu plutôt plusieurs questions, une seule. Prenez un risque. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Ça, 5 minutes. Vous aurez le droit de manger. Après 5 minutes à avoir appuyé dessus, je veux dire que le sens commun va penser qu'il y a énormément de questions qui se ponctuent par une question finale. Est-ce que cet énormément était nécessaire? Chacun ses adverbes. Les Jean-Philippe ont des adverbes. Alors posez une question. Allez-y, on va essayer de poser. Et ça, c'est toujours important de dire. C'est parce que pourquoi? Parce que s'il y a une pluralité, vous voyez, c'est fini à l'infini, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que pour pouvoir répondre, on va devoir choisir, c'est tout. C'est pas pour dire « Ouh, le vilain, il a posé plusieurs questions. » Non, c'est tout. C'est que s'il y a plusieurs, on va en faire une,
Et ça permet d'aller toucher, hein, le 1 est multiple, je ne sais plus si je l'ai dans la liste ou pas, mais le 1 est multiple, c'est une fondamentale, c'est une antinomie. Bah si, tu vois, c'est la première, j'ai oublié. 1 est multiple, fondamentale. Mais regardez, je ne sais pas si j'ai posé une ou plusieurs questions. C'est vrai que parfois c'est dur. Hein? Alors, voilà, donc l'idée de l'unité, souvent c'est l'essence. Alors allons-y, il y a plusieurs chiens, il y a un chihuahua, il y a un doberman, il y a ça. Bah, pour trouver, si je dis il y en a plusieurs et je dois trouver ce qu'est un chien, bah, ça ne doit pas ressembler à un doberman, ni à un teckel, ni à rien. Ça doit à la fois être ce qu'il y a commun en eux et ce qui n'appartient pas à l'un d'entre eux. Voilà. Hein? Vous voyez? Alors allons-y. Quelle est la question unique, singulière, choisie? Ça peut être soit une de celles que vous avez prononcées, soit une qui transcende et résume. Allons-y. Quelle est la question? Quelle est l'articulation entre les registres, les attitudes fondamentales et les enseignements? Alors, comme celle-là est difficile, elle se garde bien, vous allez la répéter. Allez-y. Quelle est l'articulation entre les registres, les attitudes fondamentales et les enseignements? D'accord. Qui peut répondre à la question de Jean-Philippe? Levez la main ceux qui pourraient y répondre. Combien de mains sont levées? J'en vois peu. Aucune. Aucune. Alors regardez. Pourquoi, à votre avis, personne ne lève la main pour répondre à votre question? Vous n'en avez aucune idée. Soit vous avez une hypothèse et vous la dites, soit vous n'en savez rien. J'en sais rien. Hein. Il n'y a aucune obligation à cette affaire-là d'un côté ou de l'autre. Alors, vous avez une idée ou aucune? C'est des hypothèses. Eh bien, on est là pour ça. Mais une hypothèse. Quelle est l'hypothèse qui vous ferait dire que personne ne lève la main parce que... La question est trop compliquée. Qui est d'accord que la question est trop compliquée? Levez la main. Alors là, vous avez vu, la France est commune, vous êtes en plein dedans. Bravo, voilà. Hein. Est-ce que vous pouvez donc faire une question qui serait susceptible d'obtenir une réponse? Ou non, pour l'instant, ça ne vous vient pas. Est-ce que vous pourriez me redonner le plan de l'intervention? D'accord? Qui veut répondre à celle-là? Toujours pas. Non, on lève la main. Ceux qui veulent répondre, ils lèvent la main. Je demandais le plan de l'intervention. Le plan de l'intervention. Qui veut répondre à celle-là? Levez la main. D'accord? Levez. Voilà. D'accord. Bonjour. Voilà. Pas de problème. Alors, vous avez au moins un candidat sur celle-là. Vous lui faites confiance? C'est David, hein? Forcément. Forcément. Ah, il a des affaires. Allez, plan de l'intervention, c'est parti. Il n'y a pas de plan écrit à l'intervention. Qu'est-ce que vous venez de lui répondre? Il n'y a pas de plan écrit, on ne peut pas lui donner. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous va ou il a triché là? Il me semble Non, bien. regardez, ça vous va ou il a triché? Ça peut m'aller, bien qu'il ait triché. Ah oui, vous n'aimez pas choisir. Hein? Allez, est-ce que vous voyez une tricherie ou non? Je vois être triché. Laquelle? Quel est le plan? La réponse ne détaille pas le plan, mais travaille sur l'existence ou non du plan. De même que... Quel concept il a utilisé, quel mot il a utilisé qui vous autorise à dire ça? Allez, qui a remarqué le mot clé qui est entre le tour de passe-passe que devrait nous faire l'ami David? Quel a remarqué? Allez, David, demande à quelqu'un. Quel est le mot qui fait tour de passe-passe? Demande à quelqu'un. Oui, quel est le mot qui fait tour de... Oui, Colette. Oui, écrit, absolument. Oui. Absolument en plus. Absolument. Et Colette, attends, c'est vrai. Colette, tu peux expliquer pourquoi, au cas où quand même, histoire de le conceptualiser, pourquoi l'absolument Effectivement, il n'y a l'écrit? pas de plan écrit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan. Voilà. Alors, et pourquoi elle est importante? Au-delà de savoir là si c'est bien ou pas bien, ce qui est intéressant, c'est un classique celle-là. On ajoute un petit truc comme ça qui vous fout le truc dans l'air. Ne faites pas attention. Alors, un adjectif, encore, on le remarque. Mais alors, quand c'est un adverbe, je ne vous dis pas. Les adverbes, on ne les voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il y a dans la rétine, et les adverbes, on les ignore complètement. Vous voyez? Voilà. Donc, alors, mais ceci, il a répondu ou non? Si on enlève écrit, supposons, est-ce qu'il répond ou non? Pas plus qu'hier. Non, il a répondu oui ou non? Non, il faut le dire, ça ne me répond pas. Voilà. Mais malheureusement, c'est le seul qui proposait, donc il n'y a toujours pas de réponse à votre question. Que pensez-vous de quelqu'un qui pose deux questions et qui n'arrive dans aucune des deux à avoir aucune réponse? Comment vous qualifiez ces questions? Que pensez-vous de quelqu'un? Je répondrai, il est frustré. Il est frustré. Comment qualifier ces questions inopportunes? Inopportune. Voilà, bah,
Ça, c'est un beau travail de conceptualisation. Dans les produits 2, on n'a rien dedans. Frustré, inopportun. Ça va? Bien, merci. Voilà, on va le travail faire. C'est tout, c'est le travail. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question, commentaire, petite chose à ajouter? Pour ceux qui mènent ce type de pratique, ont des intuitions, des choses vraies. Autre chose? Frustration, fondamentale. Hein. Si vous ne frustrez pas le client, vous ne faites pas votre boulot. Oui. Est-ce que cette pratique-là, c'est de l'initiation à la philosophie? Ça, c'est joli. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en philosophie sinon l'initiation d'après vous? La philosophie tout court. Alors, quand on s'initie à la natation, est-ce qu'on fait de la natation? Elle vous plaît celle-là? On fait ce qu'on peut, mais attends. Alors, on fait de la natation ou non? Alors, s'initier à la natation, est-ce faire de la natation? Oui, non. Vous ne savez pas. Vous vous rendez compte? Imaginez. Pourtant, vous enseignez quelle classe? CE1. CE1. Vous faites en plus. Vous vous rendez compte que vous vous invitez à faire des enfants quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est. Vous les initiez à la natation, mais si les parents vous disent alors on fait la natation cette année, vous dites oh là là, j'en sais rien. Elle n'est pas belle celle-là? C'est merveilleux. Vous allez mettre dans le cahier comment ça s'appelle? Cahier de communication, cahier de correspondance, c'est marqué écoutez, nous avons découvert que nous ne savons pas si en allant à la piscine, ces enfants font oui ou non de la natation. D'accord? Vous le direz aux parents. Voilà. Mais là, je suis là que vous le prenez bien, mais je vous montrais, c'est le merveilleux. Ce matin, on parlait de se réconcilier, du grotesque de la pensée humaine. C'est ça que j'invite à vous réconcilier, parce qu'on a deux possibilités. Soit on se fâche en disant, mais oh là, c'est insupportable, il joue sur les mots. On dit, regardez, c'est pas merveilleux la pensée humaine, l'absurde, le grotesque et tout ça. C'est drôle, non? Oui. Oui, d'accord. Alors vous pourrez manger ce midi. Alors, ça va? Vous avez une autre question? Ou non, c'est fini? D'accord. Autre chose? Alors, Bruno, oui? Oui, on peut faire une remarque. Vas-y. J'ai une remarque qui est très intéressante, enfin pour moi. Bruno, ce qui fait plaisir, c'est quand... C'est que tu te sens bien ce matin. C'est une façon de se faire activiter les autres. Vas-y. Non, j'ai une remarque qui m'étonne en fait, c'est plutôt l'étonnement. C'est que les gens que l'on rencontre en général quand on fait cette pratique et qui ne connaissent pas, ont l'impression que la philosophie telle qu'on leur a enseignée est une espèce de matière qui est coupée du quotidien. Et que c'est complètement quelque chose d'abstrait. Et ce genre de questions ne m'étonne pas d'une certaine manière. Ça m'étonne et ça ne m'étonne pas. Au sens où, hier j'ai un exemple flagrant, où on partait d'une question qui est liée au quotidien, de problématiser un problème au quotidien, et de progressivement l'acheminer vers quelque chose d'universel qui concerne tous les hommes, et quelqu'un qui disait à un moment donné que ce n'était pas de la philosophie, c'était de la psychologie, parce que la philosophie, par exemple, c'est les grandes questions, quel est le sens de la vie, etc. Et à force de voir la philosophie pratiquée d'une manière complètement spéculative, on en oublie de voir que c'est d'abord un acte, avant tout un acte. Et c'est ça que je constate de plus en plus, c'est qu'on a complètement évacué l'acte de philosophie au profit d'une matière abstraite qui est coupée complètement de la réalité. Ça vous parle ce qu'il dit? Ah, ça m'aide beaucoup. D'accord. Autre question, autre question, commentaire? Oui, il y a un commentaire. Je pense, quand je suis intervenue donc à l'école de la Goutte d'Or, Anne est venue me voir, d'accord? Tu te rappelles ta réflexion à la fin? Elle dit, ah ouais, elle dit, mais je sais pas si c'est de la philosophie. J'ai dit, c'est quoi la philo? Tu te rappelles? Et puis tu ne savais pas me répondre finalement, parce qu'en tant que prof de philo, tu avais sans doute ta petite idée derrière la tête. Je me rappelle ta réflexion, je suis revenue avec en me disant, est-ce que ce que je fais fait de la philo? Finalement, je m'en fiche dans l'absolu. Je fais quelque chose, ça marche pas, mais il se passe quelque chose. Mais je me rappelle toujours, ouais, je ne sais pas si c'est de la philo. Alors, voilà. est-ce que tu es en train de dénoncer Anne ou non? Non, parce que je regarde. Stop. La raison commune que tu as convoquée ici, va-t-elle dire que tu as dénoncé Anne ou que tu ne l'as pas dénoncé? J'ai dénoncé. D'accord, donc tu as changé d'avis. J'ai changé d'avis. D'accord, donc tu as dénoncé Anne. J'ai dénoncé Anne. Pourquoi tu as commencé par nier? Être humain est comme ça. Il nie d'abord. Et tu es en classe, un enfant a volé le stylo de l'autre. Tu lui dis, dis donc petit garçon, pourquoi tu as volé le stylo du camarade? Oh ben c'est l'être humain, il est comme ça. Il vole le stylo du camarade.
qualifierais-tu l'argument utilisé par l'enfant? Mauvaise foi. Mauvaise foi. J'ai rodé, toi. Tu veux dire quelque chose, Anne? De dénoncer en public comme ça? Non, tout va bien. Ça va. Ça va, d'accord. Anne a l'habitude. Tu as l'habitude d'être dénoncée, c'est ça qu'on a. Oui. Alors, y a-t-il un autre commentaire ou question? Voilà. Allez, on t'écoute. C'est un commentaire, mais j'utilise de plus en plus ce type de notion en entreprise. Je fais de la formation et j'utilise en particulier dans tout ce qui est communication. Et effectivement, c'est pour accentuer sur l'idée que ça sert tous les jours. Hein. Et en fait, ça m'amène à remarquer que pratiquement jamais on a fait l'exercice, parce qu'on a des discussions après. Hein. On travaille simplement sur l'efficacité de la communication. C'est-à-dire, j'ai un message, je ne questionne pas le message, simplement je vais le délivrer à quelqu'un et je vais d'abord vérifier qu'il a été compris. Hein, je pense ce registre tout simple. Tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, là, tu te rends compte tous ils vont dire « Je le savais !» C'est de la communication qu'il faisait. Mais bon, je te pardonne, vas-y. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que un des premières causes d'échec de la communication, c'est qu'on ne pense pas ce qu'on dit. Donc c'est l'absence de pensée, hein, et le manque d'entraînement à penser, qui est une des premières causes d'inefficacité de la communication. Et que toutes ces notions-là sont utiles et pertinentes pour traiter ce genre de choses. Alors, est-ce que tu pourrais maintenant faire une phrase forte pour synthétiser ce que tu as dit? Comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça? Je veux dire que ces notions sont utilisables pour communiquer efficacement. D'accord. Petite parenthèse, j'avais dit, je ne l'ai pas abordé, mais très rapidement, parce qu'on a parlé un peu centré sur les pratiques de classe, mais comme tu le dis, certains utilisent la pratique philosophique en entreprise. Autre pratique, c'est, d'ailleurs on en fera des petits exercices peut-être cet après-midi, c'est le principe de la consultation philosophique. C'est-à-dire comment questionner quelqu'un qui a envie de s'interroger sur peu importe quoi, si Dieu existe, si je devrais être heureux ou pas, ou si je devrais faire poser tel acte ou pas, s'interroger donc sur les enjeux, hein, de la pensée. Voilà. Et ça, c'est aussi, il y a des pays où ça développe plus qu'en France, hein, mais l'idée c'est de la philosophie comme justement interrogation sur l'existence, sur le sens, sur ce qu'est le monde, ainsi de suite. Voilà. Ou bizarrement, moi je dis c'est le même travail qu'on peut faire avec un auteur, sauf que l'auteur n'est pas différence, n'est pas spécialisé en philosophie, mais simplement il est capable de philosopher si hein, on l'invite à poser les bonnes contraintes, c'est-à-dire les bonnes questions, voilà, y compris dans les difficultés. Voilà. Autre commentaire ou question? Oui, Cyril, vas-y. Oui, alors, juste pour revenir sur le point de dire, qui a été soulevé par Jean-Philippe, et puis par Anne, par le témoignage d'Isabelle, est-ce que oui ou non c'est de la philosophie? Fondamentalement, c'est l'essence même de la philosophie, dans le sens où on retrouve l'énergie primordiale du jaillissement de la question chez l'enfant. On n'est pas dans la sophistication. Donc on n'est plus dans cette espèce de volonté de dire « je parle, mais je ressens cette énergie-là en moi ». Donc en ça, c'est la philosophie presque avant même que le mot philosophie puisse s'appliquer. On est tellement dans les prémices de la chose comme on est dans la pureté maximum quasiment. C'est-à-dire que dès que l'enfant se dit « mon Dieu, mais que suis-je en train de dire ?» ou « je me rends compte que j'ai dit la même chose que l'autre », tout d'un coup il y a ce rapport à autrui, il y a ce rapport au discours, tout est déjà en place. Donc ce qu'il en fait, ça sera peut-être de la philosophie ou autre chose. Mais nous on est juste là pour restructurer le moteur primordial de la philosophie. Pas là pour la faire penser, effectivement, l'être, le machin, le truc, l'infini. Non, ça va venir avec eux. Donc nous, on est juste là pour structurer quelque chose. Donner la capacité de jaillissement. La contrainte que proposait Oscar, c'est cette capacité de jaillissement. Si en pratique, vous ne contraignez pas, il n'y aura pas cette énergie-là. Ça ne jaillira pas. Donc c'est en ça que c'est philosophique, au sens strict. Stéphane, tu veux dire quelque chose?
Oui, je trouvais la question d'Hélène intéressante. Est-ce que justement l'initiation à la philosophie, c'est de la philosophie? Tu as pris l'exemple de la natation, et ce matin tu avais pris l'exemple du football pour illustrer les attitudes philosophiques. Et tu avais dit, avant de commencer d'aller sur le terrain, ou peut-être tu avais à peu près une chose comme ça, eh bien je vais travailler mon attitude, par exemple je vais faire quelques exercices pour m'assouplir, pour illustrer une attitude qui va être liée à la pratique philosophique. Est-ce que toi justement l'attitude ce serait pas une initiation à la philosophie, mais ce serait pas de la philosophie, ou est-ce que c'est déjà de la philosophie? Ce qui rejoint la question peut-être la question de Francis, je sais pas, par rapport au travail sur la communication. T'as vu Karate Kid? Non. T'as déjà vu Karate Kid? Non. Ah, voilà, Karate Kid. Karate Kid, petit garçon, il a un gros problème. Il a les gros, il est méchant, il va lui taper dessus à l'école. Il est désespéré. Et il va voir le voisin, vieux petit chinois, voilà, qui dit voilà, je suis désespéré. Eh ben écoute, je vais t'initier, je pense que c'est le kung fu, l'initiation au kung fu. Il dit tu vas apprendre le kung fu, tu vas voir des gens, ouais, je vais apprendre le kung fu. Bien. Alors il dit ce que tu vas faire, il donne un chiffon, tu vas nettoyer les vitres de la voiture. Voilà, il dit, comme ça, il fait comme ça, il nettoie les vitres de la voiture. Le problème, c'est que j'ai pas bonne mémoire, il y a les deux autres tâches ménagères du même type qui les a faites. C'est quoi l'autre? Peindre, voilà. Peindre, allez, il doit peindre la. Ah bah, oh là, il y a. D'accord. Et le troisième, c'est quoi? C'est une fois comme ça. Moi, j'ai appris que les palissades autour du dojo, une fois comme ça. Voilà. Et une fois comme ça. Voilà, très bien. De chaque main. De chaque main. Alors, il fait ça. Ah bah, je vois, d'accord. Oui, il y en a qui sont dans la même école. Alors, donc il le fait plusieurs fois, ou plusieurs jours. Puis il commence à avoir marre de faire ça. Puis il va voir le voisin, écoutez, vraiment j'en ai marre, moi je suis venu, c'est pas ça qui va m'aider à me défendre contre les grands, moi je suis venu pour apprendre le kung fu, vous me faites faire le ménage, ou peindre la palette, peindre, ou je sais pas quoi. Et là, je suis là, le type, il va lui donner comme s'il lui donnait un coup. Et là, qu'est-ce que le monde fait? Il fait comme ça. Voilà, ben, tu vois, voilà. Hein? Alors ça, bon, c'est une histoire, voilà. Hein? Et ça, c'est un peu le problème qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que l'attitude, et c'est là que je te pose le problème que j'ai lancé au début, est-ce qu'en effet apprendre, c'est ingurgiter la matière, des choses, ou est-ce que déjà l'attitude fait partie de l'apprentissage? C'est là la question fondamentale sur laquelle, évidemment, les uns et les autres ne seront pas d'accord. Hein. Je me rappelle toujours, c'est très drôle, vous avez l'occasion d'aller à, alors bon, bon dire peut-être, mais quand vous allez à une rencontre de profs de philo, toujours intéressant de voir un groupe ce qu'ils dénoncent. Je me rappelle toujours ce jour, j'avais été à l'association des profs de philo, il y avait une réunion, et alors à un moment donné, le truc horrible que tout le monde voulait raconter, c'est comment à l'UFM, on te faisait faire des cours de chant, où il fallait placer la voix. Et alors évidemment, quand tu apprends à placer la voix, parce que je suis pas on vous fait des sons bizarres, n'importe quoi, je sais pas, faire des sons bizarres. Et alors ils étaient là à faire des gorges chaudes sur comment vous aviez un cours où vous faisiez des sons bizarres. Et dit mais quel rapport il y a entre enseigner la philosophie et faire je sais pas quoi, voilà. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment, pour moi c'était un moment merveilleux, voilà. Hein. Ça parce que je me rappelle à la Sorbonne, c'était ma thèse à Paris 4, il y avait un prof, voilà. Il parlait pendant 2 heures. Lui, il voulait jamais de questions ni commentaires. Enfin, je lui ai demandé pourquoi vous en voulez pas. Il dit parce qu'un étudiant qui pose des questions, c'est pour se faire bien voir. Donc, il voulait que personne parle à part lui, parce que lui, je pense qu'il voulait peut-être, mais bon. Et alors il parle pendant 2 heures. Vous tapez et j'ai pensé à lui ce jour-là. Il dit putain, c'est dommage qu'il n'ait pas fait le cours à l'UF. Prends la place, c'est sa voix. Pendant 2 heures. Autre question ou commentaire, on fera un dernier après on peut-être s'arrêter. Oui. Oui, tu parlais de désapprendre. Désapprendre. Ouais. Et comme ça se passe à l'école primaire, ça. Désapprendre? Eh ben voilà. La maîtresse a dit que la Terre était ronde. Qui est d'accord que la Terre est ronde? Ce sont en général dit ouais, la Terre est ronde. Eh ben écoutez, aujourd'hui, la leçon c'est la Terre n'est plus ronde. Regarde, alors je dis, la Terre n'est plus ronde. Qui a des preuves que la Terre n'est plus ronde, ou n'est pas ronde, voilà. Là, on va problématiser, voilà. Alors, on va le faire ici. Qui a une preuve que la Terre n'est pas ronde? Allez-y. Qui a une preuve, voilà. Allez, bien, allez, on ne va pas parler. Allez, Jean-François, preuve. Quand je suis venu depuis Paris, c'était plat. C'était plat. Alors, regardez bien. Là, on écrit Jean-François, on écrit son nom au tableau, voilà, Jean-François,
Je suis venu depuis Paris. Et répète comment tu l'as dit. Quand je suis venu de Paris. Quand je suis venu de Paris. C'était plat. C'était plat. Bien. Alors regardez bien. Et là, on va dire quels critères, comment il a su ça? Comment Jean-François, il a su? Parce que dans ce qu'il a dit, je ne sais pas s'il a dit pas. Comment Jean-François a su que c'était plat, donc c'était des parents qui seraient analysés, là on va analyser ou interpréter, seraient analysés, comment il a su que c'était parents? Qui pourrait le dire? Quelqu'un comprend la thèse de Jean-François, ce qu'il dit? Levez la main. C'est Jean-François qui va choisir. Regardez les mains levées, Jean-François. Choisis une personne et lui dit, explique comment j'ai su que la Terre n'était pas ronde. Alors non, tu connais son nom ou non? Ah, il faut que tu lui demandes. Moi, c'est très important de toujours poser le problème. Dis-moi comment j'ai su Que la Terre n'était pas ronde. que la Terre était pas ronde. Alors, tu as su que la Terre n'était pas ronde en l'expérimentant. Est-ce que tu es d'accord? Tu prends ou tu prends pas? C'est à toi de dire. Hein? Je prends pas. D'accord. Qui a une autre manière de le dire? Allez, essaye quelqu'un d'autre. Monsieur Jean-Yves. Jean-Philippe. Alors, demande-lui toujours. Alors, entre parenthèses, Jean-Philippe. j'insiste toujours, Oui. poser des questions parce que c'est pas que répondre, c'est l'art de poser la question. Et c'est important que la question soit claire. Pose-lui. Jean-Philippe, comment j'ai su que la Terre n'était pas ronde? Parce que vous avez utilisé le mot plat qui est le contraire du mot rond. Alors, regardez. Est-ce que vous, en disant ça, est-ce que vous lui dites comment il a su ou vous ne lui dites pas? Ben, vous avez... Non, il faut essayer de me répondre. Oui ou non? Oui. Oui. Qui est d'accord qu'il lui a dit comment il a su? Lever la main. Qui pense qu'il ne lui a pas dit? Alors, gardez la main levée. Allez voir quelqu'un, dit mais pourquoi tu dis que je ne lui ai pas dit? Allez voir quelqu'un. Quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup de préférence. Oui, quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu. Ben, pourquoi, madame, pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que vous lui avez dit comment il a exprimé que la Terre n'était pas ronde, mais vous n'avez pas expliqué comment il est arrivé à cette connaissance. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle dit? Ou non? Oui. Vous êtes d'accord avec elle ou non? Pas vraiment. Non. Vous avez vu le joli adverbe que vous avez utilisé? Est-ce qu'on a déjà entendu celui-là? Vous l'aimez celui-là? Hein? Vous avez vu à nouveau? Et rappelez-vous ce que vous avez dit quand vous l'utilisez avec les enfants. Quel effet ça fait vraiment? Ça met de la pression. Ça met de la pression. Pourquoi vous tenez-vous absolument de la pression dans tout ça? Hein? Qu'est-ce qu'elle vous dit, Colette? Ben, j'ai pas bien compris. Et vous ne prenez pas son hypothèse alors que vous ne la comprenez pas. Alors, répète, Nicolas. Moi, j'ai dit que vous avez dit quel mot il avait employé pour exprimer le fait que la Terre n'était pas ronde, mais vous ne nous avez pas dit comment il était arrivé à savoir, à cette connaissance. Vous comprenez ce qu'elle dit ou non? Oui. Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Je dirais qu'elle a tort. Elle a tort. Dites-lui pourquoi elle a tort. Vous avez dit comment elle est arrivée à cette conclusion? Vous avez quoi? Avez-vous expliqué comment il est arrivé à cette conclusion ou non? Non. Non. Alors est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Oui. Sur ce point-là, oui. Mais sur quel point? Alors, qui hein? Vous voyez, et regardez quel est l'enjeu ici. Quel est l'enjeu? Tu pourrais dire les deux choses en disant ce qu'il a fait et ce qu'il aurait dû faire. Tu pourrais qualifier les deux choses? Ce qu'il a fait et ce qu'il fallait faire, juste à travers deux concepts si possible. Qu'est-ce qu'il a fait? On parle de quoi? Il a réinterprété là. Donc il a réinterprété. Or, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait trouver l'origine de sa pensée. L'origine de sa pensée. Alors, on va essayer. Qui voudrait dire comment Jean-François est arrivé à cette conclusion? Qui est prêt à le faire? Allez, Jean-François, demande à quelqu'un. Comment je suis arrivé à cette conclusion? C'est moi ça? Pardon. Tu peux baisser la main quand tu parles. Pardon. On ne lève jamais la main quand quelqu'un parle. Cyril incluant soi-même. Perdu, mais c'est un peu. Tu as réussi ça par une expérience sensible. Alors, es-tu d'accord que c'est une expérience sensible? Oui. On va spécifier. Et sensible, est-ce qu'il y a différentes sortes d'expériences sensibles? Oui. À ton avis, il y a 5. Justement, à ton avis, est-ce qu'il y en a plusieurs impliqués là-dedans? Un, plusieurs? Que dis-tu? Essentiellement la vue. Essentiellement la vue. Donc, comment a-t-il su? En mots très simples.
Il ne l'a pas vu. Il a constaté que la Terre était plate. Oui, comment? Par la vue. Par la vue. Est-il vrai que c'est ce que tu as vu? C'est par la vue que tu arrives à cette conclusion? Aussi. Non, mais- déjà, non, est-ce que tu prends déjà ça? Je prends. D'accord. Jean-Philippe, est-ce que vous voyez la différence dans ce qu'il a fait, ce que vous avez fait? Ou non? Oui. Oui, ça va? Oui, Hein? ouais. À peu près. Il est joli celui-là aussi. Après, vraiment, c'est la voilà. Bien, alors, donc ici la vue. Maintenant, qui pense, alors justement, qui pense qu'il y avait autre chose que par la vue, il y a une autre type d'activité qui lui a fait arriver à cette conclusion, lever la main. Jean-François demande à quelqu'un d'autre, comment l'ai-je su? Comment les su François, s'il te plaît. Par le toucher. Par le toucher. Par comment? Par les pieds. Par les pieds. L'as-tu su par les pieds? Ou non? J'étais à vélo. Non. Non, mais attends. On peut pas... Ben, justement, l'as-tu su par les pieds, oui ou non? Par les mains. Non, non, c'est à lui dire. Là, elle t'a pas demandé comment tu y étais, elle dit tu l'as su par les pieds. Donc, attends, tu l'as vu à vélo et tu l'as pas su par les pieds. Ça va? Qui est d'accord, qui peut à la fois dire qu'il est venu en vélo, qu'il ne l'a pas su par les pieds? Levez la main. Qui pense quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il dit, levez la main. Alors, gardez la main levée, on va voir les cyclistes ici. Demande à quelqu'un pourquoi ça ne va pas ce que j'ai dit. Alors, demande à quelqu'un pourquoi ça ne va pas ce que j'ai dit. T'as changé d'avis. Demande à quelqu'un quand même. Levez la main ceux qui pensent que ça ne va pas. Et demande à quelqu'un pourquoi ça ne va pas ce que j'ai dit, Jean-François. Demande à quelqu'un. Sauf à toi-même. Non, sauf à toi-même. Tu te rappelles pas? Demande à quelqu'un qui n'est pas Jean-François comment je l'ai su. Bah, pas comment je l'ai su, qu'est-ce qui ne va pas, pardon. Ah, Bruno. Bruno, dis-moi comment j'ai su. Non, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui ne va pas que j'ai avec sa réponse ou avec mon objection? Tu sépares le fait de pédaler et la sensibilité des pieds. Tu comprends ce que Bruno dit? Est juste. Voilà. Donc Bruno est juste, ça va? Dis-lui, il sera juste. Voilà. Bien, hein? Alors, donc, j'arrête là, mais vous voyez, c'est un peu ça l'affaire. Hein? Donc, premièrement, quelque chose, comment on arrive à une conséquence, et est-ce qu'en effet, hein, avec les pieds ou avec la vue, je peux déterminer que quelque chose est plat? Voilà, bien. Après, on peut toujours voir et dire, voilà, première hypothèse, elle est ronde, on n'a pas dit pourquoi, elle est plate pourquoi, mais c'est juste pour s'amuser. Qui a une autre raison de dire qu'elle est plate, la Terre? À part donc, ce qu'on a vu, hein, la vue, les pieds, autre chose? Autre manière de dire que la Terre est plate? Oui, vas-y. Bah, parce que sinon, enfin, ceux qui sont en dessous, ils tomberaient peut-être. Ceux qui sont en dessous, ils tomberaient, ça va? Donc dès que quelque chose est plat, ce qui est en dessous tombe. Hein? Qui accepte son hypothèse, levez la main? Qui ne l'accepte pas, levez la main? Alors gardez la main levée, demandez à quelqu'un, pourquoi tu n'acceptes pas mon hypothèse? Regarde quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Marc, pourquoi tu n'acceptes pas mon hypothèse? Le revêtement de ce qui est en dessous peut faire que ça... Qui pense que Marc a vu Spider-Man au cinéma? Qui a une autre manière de refuser sa thèse? Levez la main. Une autre manière. Alors demande à quelqu'un d'autre pourquoi tu refuses ma thèse. Fabienne? Parce qu'on ne sait pas où est le haut et le bas. Et donc quand on est en bas, a priori, on tombe. Alors, comment ça se fait qu'on ne saurait pas où est le haut et le bas? C'est elle qui définit. Elle dit de l'autre côté, en dessous, on tombe. Qui vient de dire que c'est vous qui avez dit qu'on ne sait pas où est le haut et le bas ou non? C'est moi. Bon, maintenant, regardez, si vous avez un enfant, dis-moi, tu sais le haut et le bas? Il va dire oui en général ou il va dire non? Il va dire. Vous n'avez aucune idée. Oui, j'aime bien cette réponse. Oui, je n'ai aucune idée. Non, aucune idée. Alors regarde. On va aller au marché là, qui se passe je mange dimanche matin à Argenteuil, et voilà. Bon, il y a quelqu'un qui nous dit que le haut et le bas, elle n'a aucune idée, et que les enfants non plus n'ont aucune idée de ça. Ils vont dire, bon, ouais, cette personne a du sang, ils vont dire, oh là là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens au marché? Les gens, mais elle peut dire ce qu'elle veut, cette femme. Ils vont dire, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est pas un problème. Ils vont dire, c'est pas un problème. Ça va? Ça va? C'est ça.
Maintenant, est-ce que vous voulez voir un problème? Non. Vous aimez les problèmes? Oui. Ben alors, vous voulez en voir un si vous aimez. Ah, bon, alors j'aurais pas dû répondre à son truc. Non, non. Non, vous aimez les problèmes. Regardez, alors vous allez trouver. Je vous repose le film et vous me dites où est le problème. Quelqu'un vous dit, moi, le haut et le bas, je sais pas où c'est, je sais pas. Et puis si on demande ça à des enfants, ils sauront pas non plus. Allez, voilà le film. Comme pour la Terre est ronde, où est le problème? Vous n'arrivez pas. J'ai pas répondu à sa question. Dans mon film, je parle de quelqu'un et d'une question? Oui. Non, mais ah bon? Dans mon film, j'ai parlé de quelqu'un? Je vous suis pas. D'accord, je vous refais. Regarde, oubliez tout l'univers, vous oubliez tout. Vous n'existez pas, vous êtes un pur regard qui regarde un film, ça va? Vous n'avez aucune expérience, vous n'existez pas, vous n'avez pas de bonnet, pas de lunettes, pas de rien. Film. Attention, musique, générique, film. Quelqu'un est là qui vous dit, moi, le haut et le bas, mais je sais pas où c'est, je sais pas les distinguer. Puis si on demande à des enfants, ils ne sauront pas non plus. Fin du film, générique, clac. Voyez-vous un problème dans ce film? Non. Aucun. Voulez-vous en voir un? Si vous voulez. Si non, vous c'est pas voulez si je veux. Voulez-vous? Oui. Eh bien, voyez-le. Alors, voyez-le. Ça s'appelle de la pensée critique. Ça veut dire, c'est une idée qu'on trouve autant chez Hegel que chez Popper, qui vous voulez. Il n'y a rien qui ne pose problème dès que c'est articulé. Rien qui ne pose problème. Alors, où est le problème dans ce film? Au lieu de dire trouver l'erreur, c'est trouver le problème. C'est le jeu. Vous en voyez un ou vraiment vous n'y arrivez pas? J'ai oublié la droite et la gauche. Non, attendez. Je sais pas, je cherche le problème. Qui saurait dire? Votre prénom c'est? Fabienne. Qu'est-ce qui se passe avec Fabienne? Quelqu'un a une idée? Là, je suis une catastrophe pédagogique, là, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un a une idée? Levez la main. Alors regardez les mains levées, demandez à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que, Fabienne, vous avez du mal à vous concentrer, à oublier complètement et à vous concentrer uniquement sur ce qu'Oscar vous dit. Ça, c'est... Bien, voilà, bien. Et donc, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Eh bien, faire régler. Voilà. Alors, qui voudrait dire, pour aider Fabienne, quel est le problème de quelqu'un qui dit, moi, le bas, le haut, j'en ai aucune idée? Parce que quelqu'un voit un problème. Il veut le dire à Fabienne. Fabienne, allez voir quelqu'un qui lève la main et dit, dites-moi où il est le problème. Monsieur, là-bas. Je sais que le haut est juste au-dessus de ma tête et que le bas est du côté de mes pieds. Est-ce que ça a du sens, ce qu'il vous dit ou non? Oui. Est-ce que ce qu'il vient de vous dire, est-ce qu'un enfant peut le dire? Oui. Est-ce que, votre ami, le commun des mortels peut articuler, sans vouloir vexer notre ami, mais que ce n'est pas d'une banalité monstrueuse qu'il vient d'énoncer? Non. Mais Fabienne ne le savait pas, elle, ça. Ne répondez pas, ça c'est pour emporter, donc chez McDo, des choses pour consommer sur place, des choses pour emporter. Ça va? Non. Pourquoi ça va pas? Parce que la notion du bas et du haut n'est pas la même, qu'on soit au-dessus de la terre ou en dessous de la terre. Alors, avez-vous souvent été, vous, en dessous de la terre? C'était le problème. Écoutez, non, faites pas ça. Si vous voulez faire ça, voilà, apprendre l'art de la question de la réponse. Ouais. Si vous voulez engager la discussion, il ne faut pas faire « ouais, non. Vous voulez le faire ou vous ne voulez pas? Parce que sinon, moi, je ne peux pas vous obliger à répondre. Si vous voulez répondre, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous dites, comme dit Bruno, j'arrive pas à me concentrer. Donc, vous voulez ou non? Non, allez-y, continuez. Alors, regardez bien. Avez-vous déjà eu l'expérience, vous, d'être sous la terre? Non. Non. Alors, de quoi nous parlez-vous? De quelque chose que vous n'avez jamais vécu? Oui. Voilà. Bien, alors c'est là que le chinois va vous dire, arrêtez de penser. Sinon, vous ne pensez pas. Hein? Ça s'appelle des fantômes. Sauf si vous avez raison de dire, ouais, j'ai eu cette expérience d'être sous la terre et je peux en parler. Sinon, voilà. Hein? Sinon, vous savez, c'est poursuivre. Je me rappelle une petite blague qui va vous parler, que j'aime beaucoup. Il y a un type là qui fait comme ça. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche à attraper un boum-boum vert. Il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un boum-boum vert? Il dit, je sais pas, je n'en ai pas encore attrapé. Hein? Donc, ne poursuivons pas les fantômes. Bien. Y a-t-il une dernière question commentaire, puis après on va s'arrêter? Sinon, voilà, tout le monde commence à avoir faim. Bien. Eh bien, écoutez, merci pour votre patience. Voilà.